Avant de découvrir cet épisode, je tiens à préciser qu'au moment de l'enregistrer, je n'étais pas au courant de l'ampleur des critiques à l'encontre de Laurent sur Internet. Ses activités de formation mais aussi de conseil en investissement ont fait l'objet de nombreuses plaintes, y compris auprès de l'AMF qui a depuis publié un appel à la vigilance. Pour autant, notre échange est un des plus profonds et des plus marquants que j'ai eu et je vous encourage à l'écouter et à ne retenir que ce qui va vous permettre d'avancer vers vos propres objectifs. Merci pour votre compréhension et votre bienveillance. Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. La semaine dernière, j'ai fêté mes 33 ans. Si je vous raconte ça, c'est parce que cet anniversaire est devenu symbolique. Il y a quelques mois, au moment où je lançais le podcast, j'ai pris l'engagement de devenir libre financièrement avant mes 40 ans. C'est donc pas pour rien que j'ai choisi de diffuser ma conversation avec Laurent Chénaud aujourd'hui. Laurent est libre financièrement depuis qu'il a 40 ans. Il a publié toute son histoire dans un livre intitulé Money Boss, Maîtriser l'argent et son pouvoir. Un guide très complet et très concret surtout pour tous ceux qui aspirent à devenir libres financièrement. À 33 ans, le père de Laurent décède d'un cancer à l'aube de sa retraite. Le modèle de son père, c'était le modèle 20-40-20, 20 ans à se former, 40 ans à travailler et 20 ans à en profiter. Laurent prend conscience à ce moment-là qu'il a adopté lui aussi ce modèle de vie différé. Jusque-là, il avait un parcours académique brillant et a fait une carrière brillante elle aussi en grande entreprise. Mais rien de tout ça ne le rend heureux. Et il décide à ce moment-là de devenir libre financièrement avant 40 ans et il y est arrivé. Je me sens très privilégiée de l'avoir rencontré. Laurent est quelqu'un de très inspirant et c'est très rare d'entendre le récit de quelqu'un qui y est arrivé, qui est devenu libre financièrement, parce que les vrais indépendants financiers se font plutôt discrets. Alors c'est quoi la liberté financière ? C'est le fait de générer des revenus passifs qui couvrent au moins ses charges de la vie courante et qui permettent d'envisager de ne plus avoir à travailler pour gagner sa vie. Alors comment on devient libre financièrement ? C'est la grande question cet épisode. Et du coup, j'ai cuisiné Laurent pendant plus d'1h30 pour avoir ses réponses. Par où est-ce qu'on commence ? Comment on définit le niveau de revenu dont on a besoin pour y arriver ? À partir de quand on peut quitter son job ? Quand est-ce qu'on se dit ou qu'on se définit comme libre financièrement ? Quel type d'investissement permettent de générer des revenus passifs en seulement quelques années ? Et quel impact ce changement de vie a eu sur son entourage et sur son couple ? La liberté financière, ce n'est pas qu'une question de revenus, c'est aussi se créer la vie dont on rêve, et le chemin compte tout autant que l'arrivée. Pour Laurent, explorer tous les leviers d'enrichissement comme il l'a fait a été un vrai plaisir. Parce que Laurent, il a quasiment tout testé. L'immobilier, le trading, les placements financiers, le financement d'entreprise, les crypto-monnaies, les paris sportifs, le e-commerce, etc. Laurent a aussi fait un énorme travail de développement personnel en s'inspirant de grands sages. Je suis sûre que c'est pour ça que son message est autant rempli de sagesse, donc si vous cherchez de l'inspiration, vous allez être servi. J'en profite pour vous dire dès maintenant que Laurent partage toute son expérience et ses secrets dans un super programme de formation vidéo qu'il a décidé d'offrir aux auditeurs du podcast. Et pour vous inscrire, il suffit de suivre le lien que j'ai mis en description de l'épisode et également sur budget-chéri.com à la page de l'épisode 23. En attendant, je vous laisse en notre compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Delphine, très heureux d'être là, bonjour à tous. Je me suis déplacée à ta rencontre. C'est sympa. Et j'ai englouti les 384 pages de Money Boss pendant les vacances de Noël. Merci de l'avoir lu. Honnêtement, c'est marrant, j'ai eu une petite attitude de non, il est inaccessible, je vais pas pouvoir l'avoir en interview. Je me suis dit, je réserverai ça quand le podcast aura 100 000 auditeurs, etc. Et en fait, j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis nos premières interactions ont été très simples et très fluides en fait. Bah tu vois, alors c'est marrant parce que moi j'aime pas spécialement communiquer en fait, ça paraît contradictoire, ouais. Mais c'est vrai que je suis plutôt un peu réservé, et puis j'ai plein d'activités par ailleurs, mais l'aventure si tu veux de ton podcast que tu mets en place, ça m'a beaucoup touché, ouais. Donc je me suis dit bah tu fais la démarche, bah voilà, je te réponds et ça permet aussi peut-être d'aider des gens à avancer sur le chemin de liberté financière, donc j'étais ravi de le faire. Super. Alors,
On part de Money Boss. Money Boss, c'est un livre que tu as écrit, que moi je vais définir comme un guide, très complet d'ailleurs, et très concret, pour tous ceux qui aspirent à devenir libres financièrement. C'est correct, parce que si tu veux, je pense qu'il y a vraiment deux chemins. Il y a le chemin, que je dirais, du bon petit garçon, de la bonne petite fille, qui nous dit, voilà, tu fais tes études, tu vas bosser pour une boîte, tu te démerdes, après tu pars en retraite, et là tu profites de la vie. Qui est un petit peu le schéma, en tout cas, de la génération de mes parents. Il y a un petit peu de ma génération, mais qui est moins le schéma de ta génération à toi. Moins, mais qu'il est encore pour beaucoup de gens, il faut être honnête. Parce que, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, nous dit-on. Exactement. Et en réalité, il existe un deuxième chemin. Mais alors, ce deuxième chemin, il est plus compliqué parce que on nous apprend pas ça à l'école. Et il y a une raison pour laquelle on ne l'apprend pas, parce que imagine un monde où tout le monde serait libre. Tu vas au boulot le matin, ton patron te donne un dossier chiant, et tu fais « Mais je t'emmerde, tu le gardes ton dossier, je rentre chez moi, j'ai pas besoin de bosser, je fais parce que ça m'amuse. Si tu me casses les couilles, je rentre chez moi et tu te démerdes. » Imagine un monde comme ça, ça ne fonctionnerait pas, d'accord ? Donc le monde est fait pour que les gens réfléchissent, fonctionnent dans des cadres, que ce soit des cadres sociaux, des cadres d'entreprise, des cadres culturels, mais il y a une autre petite partie où là on peut être libre et vivre un peu la vie suivant ces termes, et c'est toujours cette partie-là qui m'a intéressé, et c'est ce que j'essaye de partager dans Money Boss. Et le message étant que c'est pas... Alors certes, tout le monde pourrait pas forcément être libre financièrement, mais c'est pas réservé à une élite. Ça c'est correct. C'est-à-dire que tout le monde ne pourrait pas l'être, mais tout le monde peut le devenir. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Souvent, je dis, oui, bon, c'est un truc il faut être multimilliardaire, etc. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement qu'il faut connaître les leviers, les appliquer et agir. Mais on n'est absolument pas aidé. Donc, faut y aller un petit peu dans la jungle avec sa machette, son couteau et inventer un peu son propre chemin. Il y a peu de guides, en tout cas, il n'y en a pas en francophonie. Et c'est pour ça que je vais faire ce livre, pour partager un petit peu mon parcours. Alors, on va raconter ton histoire. On reviendra un petit peu plus tard sur la définition vraiment profonde et concrète de ce que c'est que la liberté financière. Alors, tu es marié, tu as 2 enfants. Correct. Tu définis ton parcours en fait de vie. Alors, parcours académique brillant, les mines de Paris, HEC et la Harvard Business School. Ouais, je sais pas rien quoi faire que avec c'est vrai. Donc, pur produit de l'élite académique. Totalement. Ce qui te donne accès à un parcours professionnel de cadre supérieur en grande entreprise que la société reconnaît comme étant un peu la voie royale, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs même, c'est une voie royale toute tracée, entre guillemets. Parce qu'à partir du moment où tu as ces diplômes-là, où tu sais à peu près réfléchir, bosser et t'intégrer dans un cadre d'entreprise, il suffit de cocher les cases et d'avancer, si tu veux. Donc oui, il y avait ce parcours tout tracé, dont beaucoup de personnes rêvent. Mais en fait, quand je m'y suis retrouvé, je me suis pas retrouvé moi, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était autre chose que je recherchais. C'est pour ça que j'ai bifurqué ce parcours. Mais tu t'en es pas rendu compte tout de suite. Et il y a plusieurs déclics dans ta vie. Ouais. Il y a plusieurs moments qui, chacun d'entre eux, t'amènent à prendre cette décision de vouloir vivre autrement. Tout à fait. Alors, c'est important pour le contexte, et je pense que c'est important pour les auditeurs aussi, de réaliser un point. On n'est pas une île coupée de tout. D'accord ? On est tous la résultante de plein d'influences, nos parents, mais qui eux-mêmes ont été influencés par leurs parents, la culture dans laquelle ils vivaient. Donc c'est très important d'être conscient de l'environnement dans lequel on vit. Dans lequel on vit. Moi, mon parcours, il a été façonné par 2 forces contradictoires que je pourrais qualifier comme le modèle de mon père, qui venait de son père, qui venait de son père avant lui. Mon arrière-grand-père était un marbrier funéraire, donc quelqu'un de très comique. Donc t'imagines, voilà, tout ça, ça dit tout, tu vois, on voit tout de suite le truc. Et dont le modèle de mon père était assez simple, c'est, tu te formes pendant à peu près une vingtaine d'années, d'accord ? Puis après, tu travailles pour une grande boîte, prestigieuse, grosse société pendant 40 ans. Et puis après, tu pars en retraite, il te reste 20 ans, et c'est là que tu profites de la vie. Le fameux modèle 20-40-20 qui est écrit dans le livre. Exactement, c'est celui-là. Donc ça, c'était le modèle de mon père. Il n'était pas con, en fait, quand tu le vois. Tu vois, ça se tient. Et puis de l'autre côté, tu avais le modèle plutôt modèle maternel. C'est-à-dire que la mère de ma maman, ma grand-mère, avait créé sa propre usine de plastique au sortir de la guerre. Donc, entrepreneuse. Une femme entrepreneuse. En plus, une femme entrepreneuse. Avec, à l'époque, une nouvelle technologie.
C'est-à-dire qu'en gros, le plastique à l'époque, c'était quand même relativement récent, en tout cas tel qu'elle le faisait. Donc tu imagines d'un côté mon père, très je suis les rails, grande entreprise, etc. De l'autre côté, modèle de ma mère, enfin ma grand-mère en tout cas, t'es entrepreneur, tu crées des trucs, t'innoves. Donc deux modèles totalement irréconciliables d'une certaine façon. Ouais. Donc tu vois, c'est ça les deux trucs. Donc finalement, en faisant un, tu trahis l'autre, quoi. Donc c'est ça un peu le problème. Et donc j'ai commencé par le chemin de mon père, en y allant complètement, tu vois. Mais quand j'ai été vraiment dedans, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me plaisait. Et je pense que j'ai pas fait consciemment, mais je me suis rapproché beaucoup plus du modèle qu'avait mis en place ma grand-mère, en essayant de m'inspirer de ce que j'avais appris de la première partie de mon parcours. Donc ça, c'est vraiment le message que je voudrais donner, c'est soyez conscient de l'endroit d'où vous venez. Tu vois, on peut, pour un arbre, plus il est haut, plus il a besoin de racines profondes. Donc si on n'est pas conscient de ses racines, avec les forces, les faiblesses, les fragilités que ça nous offre, eh bien on est beaucoup plus fragile. Il y a un thème dans le développement personnel qui dit oui, il faut couper tous les ponts parce que quand tu coupes tout, tu peux plus échouer, tu es obligé de réussir. Ça, c'est une vraie connerie pour moi. Enfin, c'est vraiment une connerie monstrueuse. Il y a le biais du survivant. Certes, certaines personnes ont réussi en coupant tous les ponts, mais la plupart des gens se sont juste largement plantés. On les entend pas parce qu'ils sont morts en fait. Donc il faut faire attention à ça. Mais plus on peut être conscient des influences qui pèsent sur nous, de ce qui va nous faire vibrer, de ce qui va nous guider, et plus on va être fort, et plus on va pouvoir aller loin. Voilà. Donc, comme on dit, connais-toi toi-même. Et en 2008, tu as 33 ans, et ton père décède. C'est correct. Ton père décède d'une maladie, donc c'est pas c'est relativement soudain. Et puis, il se trouve que c'est à l'aube de sa retraite. Oui. Et là, tu te dis, ok, mais son modèle du 20-40-20, ça vaut quoi ? Ça vaut quoi Disons que les 20-40, ça va bien en fait. Voilà. Et sur les 20-40, ça va bien. Tu vois, tu te formes, tu bosses. Là, ça va. Mais après, le problème, c'est que les 20 derniers, c'est compliqué. Bon, quoi. À quoi bon ? Et là, tu le décris dans le livre. Hein, tu te dis, ça a été comme une claque parce que moi, quelque part, il était hors de question qu'il m'arrive la même chose. Quoi. Disons que ça montre que le modèle, ce modèle-là, il a un certain sens. Pourquoi pas ? Alors, je ne critique pas les gens qui le suivent, chacun sa vie. Mais le principe du plan de vie différé est extrêmement dangereux. Parce qu'il repose sur une hypothèse forte. Déjà qu'on est capable de subir les frustrations, de passer peut-être à côté de ce qui nous intéresse pendant 60 ans. Donc, et de ne pas développer de maladie. Parce que je pense que si mon père est mort d'un cancer, c'est en partie parce qu'il a développé tout un tas de frustrations en les repoussant sur plus tard. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que plus tard ne vient jamais. Dans le calendrier, tu n'as pas de jour plus tard, si tu veux. Ça n'existe pas. Donc, on a aujourd'hui, puis demain, on ne sait pas trop. Et cette constatation, cette interrogation de dire à quoi ça sert d'avoir un plan de vie où la satisfaction est différée. Pourquoi pas vivre aujourd'hui ce qu'on a envie de vivre ? Enfin, c'est idiot comme question, mais pourquoi pas en fait ? Et effectivement, le décès de mon père a été une prise de conscience en me disant, on a quelqu'un forcément qui est un modèle en tant que père, et de voir que son modèle, effectivement, arrive à une conséquence qui est assez dramatique. Pas qu'il soit mort, parce qu'à la limite, on va tous y passer, on va tous au même endroit, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, mais c'est le fait de dire, il est mort en n'ayant pas pu vivre des choses qu'il aurait voulu vivre. Pour moi, la mort n'est pas gênante. Ce qui est plus gênant, c'est de vivre sans avoir vécu. Et je pense que dans le modèle classique, qui est ce que j'appelle le plan de vie différé, eh bien, on repousse à plus tard beaucoup de choses pour de très bonnes raisons. Il faut être un bon fils, une bonne fille, il faut être un bon professionnel, un bon cadre, un bon parent, un bon ceci, un bon cela. Et en fait, en essayant de répondre aux contraintes de tout le monde et de plaire à tout le monde et d'être le bon quelque chose pour tout le monde, en fait, on passe à côté de soi-même. Donc le vrai sujet pour moi de la liberté financière, c'est pas une histoire d'argent, d'accord ? C'est même pas une histoire de liberté, c'est une histoire de pouvoir être qui on a vraiment envie d'être dans la vie. Et c'est vraiment ça le sujet. Parlons-en de la liberté financière du coup. Donc tu décides à 33 ans que tu vas plus subir entre guillemets, mais tu vas choisir. Tu vas choisir
ton destin de vie. Alors évidemment, à 34 ans, on passe pas de 33 je décide, à 34 je suis... Non, c'est un peu plus long, je suis libre financièrement. Évidemment, je sais que c'est ce qui intéresse les auditeurs, c'est comment on passe de je décide à j'y arrive. Et en l'occurrence, toi, tu y arrives à l'aube de tes 40 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as à peu près 7 ans. Tu mets à peu près 7 ans à y arriver. Donc on va quasiment prendre tout l'épisode pour développer ce parcours parce qu'il y a énormément de choses à dire. Comment est-ce que tu découvres... Tu fais vraiment ce chemin tout seul avec ce déclic comment est-ce que tu découvres la liberté financière ? Est-ce que tu en entends parler ? Est-ce que tu as des sources qui t'inspirent Alors, oui et non. Mais d'ailleurs, je voudrais quand même insister sur un point. Tu dis, voilà, comment est-ce qu'on passe de je le décide à je le deviens ? D'accord ? Mais la première question, c'est de le décider. Ouais. Et quand je dis décider, la plupart des gens croient qu'ils décident, mais ils ne décident pas. Okay. Tu vois, on peut décider de regarder une série Netflix. Ouais. D'accord ? On peut, et c'est assez simple. Mais décider d'un changement de vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. La plupart des gens ont des velléités. Ah, j'aimerais bien être financièrement libre, ce serait cool. Ça, c'est pas décider. Décider, c'est dire, ok, c'est mon objectif et je vais y arriver et je vais faire les sacrifices nécessaires pour y aller. Et j'ai dit un très gros mot, d'accord ? Un blasphème. Sacrifice. C'est terrible. Donc, si vous écoutez ce podcast et si vous avez envie d'être financièrement libre et que le mot sacrifice vous fait peur, continuez à rêver, c'est pas grave, mais vous y arriverez jamais. Parce qu'il y a forcément un prix à payer. Alors, on va pas laisser les gens sur cette... Je peux pas reprendre mon chemin. Je suis obligée de continuer. Vas-y, continue. Je suis obligée de continuer. Mais je vais revenir à ta question, mais je trouvais ça important d'insister là-dessus. Non, mais de quoi parles-tu concrètement ? Ok. De quoi as-tu à faire face ? Quelles sont les difficultés ? Est-ce qu'elles sont au début ? Alors, de quoi tu parles ? Ce point-là, il est général à tout changement, mais il s'applique de façon particulière sur la liberté financière. Imagine que tu veuilles perdre du poids. Tu n'en as pas besoin, mais imagine que quelqu'un ait besoin de perdre du poids. S'il continue à manger de la même façon, à ne rien changer à son hygiène de vie, il aura les mêmes résultats. D'accord ? Il doit donc faire un changement. Ce changement, il va moins manger, il va faire plus de sport, des choses comme ça. On connaît les recettes. Elles sont relativement simples à appliquer. Par contre, entre les connaître, avoir envie de le faire et les appliquer tous les jours pendant tout le reste de sa vie, c'est autre chose. Donc c'est bien ça dont je parle. Et pourquoi c'est un sacrifice, en tout cas au début ? Parce que on n'a pas l'habitude, sinon on le serait déjà. Donc on doit forcément faire un changement dans la façon dont, dans notre état d'esprit et dans nos actions. Ce changement qui peut être déjà en termes de temps. C'est-à-dire que, imaginons, on a notre série préférée tous les jeudis et c'est l'heure de... Voilà, c'est le truc de détente qu'on s'accorde tous les jeudis. Si on veut changer, si c'est le seul temps qu'on a dans la semaine, il faut peut-être sacrifier notre série préférée au fait de construire une vie différente. Et ça, toi, tu en sais quelque chose, Delphine, puisque la mise en place de ce podcast te demande un investissement en temps, en énergie, un investissement émotionnel, mais ça fait partie de ton chemin de liberté. Oui. Mais donc, j'ai moi-même pris la décision récemment de rentrer dans ce chemin d'indépendance financière. Et oui, je peux déjà dire que ça a des conséquences très concrètes sur ce qu'on ne peut plus... c'est pas ce que je ne peux plus faire, c'est j'ai décidé que j'allais consacrer une énorme partie de mes revenus à de l'épargne, à de l'investissement. Et cet investissement-là prend énormément de temps. Absolument. On ne met pas X milliers d'euros parce que faut parler en milliers d'euros si on veut être indépendant financièrement. On ne met pas juste son argent quelque part et puis il dort et puis on se réveille 7 ans après et on est indépendant financièrement. Ça n'existe pas non plus. On est d'accord. Et on reparlera ensuite plus tard de toutes les stratégies possibles et imaginables qu'il existe pour arriver à cet objectif. Mais concrètement, ça commence déjà à me prendre énormément de temps, plus effectivement les activités que j'ai envie de mener à bien, le podcast, mes activités de freelance, etc. Et voilà, je suis en plein dedans et je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est vrai que c'est pas il y a un impact qui n'est pas négligeable sur sa vie, quoi. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Et donc je pense que tu es contente de le faire, sinon tu ne le ferais pas. Exactement. Et tu ne pourrais pas le tenir sur la durée. Et ça a été la même chose pour moi. J'étais content de le faire, mais c'est vrai que ce sont des changements importants. Et une personne qui donc ne le déciderait pas, à la fois intellectuellement, émotionnellement, spirituellement ou autre, à un moment va lâcher
parce que notre plus grande ressource, c'est pas forcément le temps, c'est pas forcément l'argent, c'est notre motivation. Donc si cette motivation n'est pas là, à un moment, on va tomber sur un obstacle qui va nous faire arrêter. Donc la première chose, c'est certes la décision intellectuelle, mais c'est la décision de son être complet en disant « Ok, je veux aller là. Et je sais même pas pourquoi, mais je vais aller là. Et je sais même pas à quoi ça ressemble, mais je vais aller là. » Voilà. Du coup, avant même de reparler des influences, ce qui peut-être on va redéfinir, on va définir la liberté financière, parce qu'en plus tu fais une distinction qui n'est pas forcément commune. Tu distingues 5 étapes vers la liberté financière. On va définir la liberté financière, mais surtout tu le distingues de l'indépendance financière. Oui. Alors que j'ai l'impression que moi j'en faisais pas la distinction avant de lire ton livre, et dans le langage courant j'ai l'impression qu'on utilise les deux de manière assez interchangeable. Donc ça vaut le coup de clarifier. Alors c'est quoi le Graal déjà, la liberté financière? Moi je suis assez chiant sur la sémantique en fait, parce que je pense que la clé c'est la pensée, et qu'on ne peut pas penser si on n'a pas si les mots ne veulent rien dire, si tu veux. Donc si on est flou, en fait on n'arrivera nulle part. Je vais le dire de la façon la plus simple, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se prendre la tête. L'indépendance, c'est que tu dépends pas, on va dire, par exemple, d'un patron, on va dire comme ça, ou d'un système. C'est-à-dire que voilà, tu es, je sais pas, tu as une entreprise sur Internet, tu as un truc e-commerce, tu travailles un peu comme tu veux, mais le point clé, c'est que si tu arrêtes de travailler, en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus de ressources. C'est-à-dire que tu es un peu dans une cage, tu es libre de choisir ta cage, en fait, sa taille, un peu comment elle fonctionne, tu travailles plus, tu travailles moins, donc tu as cette flexibilité-là, mais tu es quand même obligé à un moment de remettre de ton temps. D'accord ? C'est comme ça que je le définirais. Je ne sais pas si ça te va comme définition. Oui, j'ai envie de le traduire par, en fait, tu es indépendant parce que tu génères tes propres revenus. C'est ça, exactement. Mais tu ne peux pas t'arrêter de travailler pour autant. Exactement. C'est la grosse distinction. Ou en tout cas, pas pendant très longtemps. Voilà. C'est-à-dire, éventuellement, tu as mis de l'argent de côté, ou tu gagnes bien ta vie en tant que chef d'entreprise indépendant, etc. En tout cas, en tant que créateur de ton propre revenu. Mais effectivement, passer ton niveau d'économie que tu as mis de côté, qui te permet peut-être de vivre 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, après tu es obligé de retourner au travail. Exactement. Voilà. Ça, c'est l'indépendance financière. C'est l'indépendance. Et c'est très bien, et c'est une étape importante, et c'est un changement de mindset important, enfin voilà. Mais la liberté financière, pour moi, c'est autre chose. Cette définition, elle est très simple, c'est qu'il faut que tes revenus passifs soient supérieurs à tes charges. D'accord ? Revenu passif, donc c'est revenu qui tombe. Exactement. Sans que tu aies besoin de travailler. Exactement. Wow. C'est tout à fait ça. Alors, donc, oui, je suis d'accord, c'est assez wow, c'est assez magique. Bah, évidemment, après, je vais pas faire semblant que c'est une découverte pour moi, et c'est pas forcément non plus une découverte pour les auditeurs qui ont déjà écouté un certain nombre d'épisodes. Je pense notamment à l'épisode 20 sur l'immobilier à haut rendement. On a rencontré Émilie et Guillaume qui génèrent des revenus passifs grâce à l'immobilier, etc. Oui, voilà. Donc maintenant, je pense que les auditeurs comprennent à peu près ce que c'est qu'un revenu passif. En tout cas, mais on peut aussi en générer avec la bourse. On peut aussi en générer. Voilà, il suffit d'avoir un capital immobilisé dans un véhicule d'investissement qui rapporte. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, je précise, il y a toujours un minimum de boulot à faire. D'accord, le truc investissement passif qui tombe tout le temps à vie pour toute l'éternité. Quelque part, ça n'existe pas vraiment. Mais on parle, si tu veux, de travail qui peut être outsourcé ou qui est relativement minime. Je vais donner quelques exemples de ce que c'est. Tu as parlé d'immobilier au rendement. Le concept que j'appelle un big pay, c'est le bien immobilier gratuit qui te paye. C'est quoi ? C'est simplement un bien immobilier locatif que tu as payé avec l'argent de la banque. Et simplement, tous les mois, ton locataire va te payer plus que ce que tu rembourses à la banque, capital et intérêt compris. Donc ça, c'est génial. Tu payes à la banque, je dis n'importe quoi, 700 €, et tous les mois, ton locataire te paye 1000. Moralité, tu gagnes 300. Sans rien faire. D'accord ? Ce sont les investissements à cash flow positif. Exactement. Que la plupart des gens pensent quasiment impossible. Ouais, alors ça c'est génial. Alors il faut continuer à le dire, c'est impossible, parce que moins il y a de gens qui les cherchent, et plus il y en a pour ceux qui savent où ils sont. Tu vois ? Donc oui, vous avez raison, c'est impossible. Faut surtout pas les chercher, c'est pas la peine. Y allez pas, c'est très dangereux. Et donc là, je caricature le sujet, mais tu comprends aussi pourquoi ce sujet-là, on l'évoque peu, parce que forcément, plus il y a de gens qui recherchent ces opportunités-là, et plus elles se réduisent.
D'accord ? Donc il faut être fou en fait pour dire quelles sont ces opportunités, où aller les chercher. Mais pourtant tu le dis, pourtant Guillaume et Émilie le disent, et Guillaume et Émilie me disaient d'ailleurs en off, ça c'est pas quelque chose qu'on a dans l'épisode, ils me disaient mais par rapport à quand on a commencé il y a 6 ans et aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de trouver les rendements qu'on trouvait il y a 6 ans. Bien sûr. Parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs sur ces opportunités de niche, quoi. Totalement. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Totalement, parce que ça demande de trouver, si tu veux, parle de l'immobilier, des biens qui ont un rendement locatif, c'est-à-dire le rapport entre les loyers et ton investissement, qui est à peu près aux alentours de 10% au moins. Ça, c'est relativement compliqué. La plupart des investisseurs vont dire, bon, allez, je vais investir dans les grandes villes, je vais investir à Paris, par exemple. Bah, parce que c'est sûr. Ouais. On est sûr. Parce que la plupart des investisseurs locatifs s'intéressent plus à la valeur patrimoniale de leurs biens et à potentiel de revente. D'accord. Quand on achète à Paris, ouais. Le prix du mètre carré est super cher. En fait, les rendements sont très faibles. Il y a de grandes chances qu'on doit faire un effort d'épargne chaque mois pour ce projet-là. Oui. Mais on se dit, je ferai une culbute à la revente, mon bien ne perdra pas de valeur, etc. Donc finalement, je serai propriétaire d'un bien au bout de 20 ans que j'aurais payé que 200 € par mois. Tu vois, si le cash flow négatif est de 200 € par mois. Mais en vrai, c'est pas mauvais. Parce qu'en vrai, on est propriétaire d'un bien qui peut-être en 20 ans en vaudra 500, 600 000 €. Et effectivement, qu'on a payé que 200 € par mois. Mais on peut mieux faire, quoi. Bah après, tout dépend de l'objectif. Moi, je suis toujours... j'avais des discussions avec quelqu'un récemment qui disait, bon, je veux devenir financièrement libre, donc je vais acheter tel bien qui a 6% de rendement, etc. Très bien. Donc tu veux devenir financièrement libre. Ça veut dire quoi, en fait, devenir financièrement libre ? Ah, je veux être propriétaire. Non, mais... Enfin, ça n'a rien à voir. Tu peux être propriétaire... Sans être financièrement libre. Donc tu veux quoi vraiment ? Si ce que tu veux c'est être propriétaire d'un bien et dans 20 ans tu seras vachement content parce qu'il s'est apprécié ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'en sait rien, bah top. Mais si tu veux être financièrement libre, c'est un autre chemin. Tu me dis, ah mais je comprends pas, explique-moi. Je dis, bah très simple. Si ce que tu te crées c'est de l'épargne forcée dans un bien qui peut-être va, parce que tu as une boule de cristal et tu penses que dans 20 ans ça va être un super investissement. Parfait, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu augmentes tes charges en fait. Oui. Donc tu diminues ta liberté financière. Alors que si tu veux vraiment être financièrement libre, il faut que tu prennes un bien qui peut avoir un potentiel patrimonial, mais où déjà tu vas commencer à gagner de l'argent tout de suite. C'est le problème des investissements à cash flow négatif quand tu dois faire un effort d'épargne, c'est que t'en fais un, tu dis ça va, j'ai un effort d'épargne de 200, 300 € par mois, ça va. Voilà. Mais si... T'en fais un deuxième, pourquoi pas, mais tu peux pas en faire un troisième, un quatrième. D'une part parce que la banque te prêtera plus, parce qu'à un moment donné ton taux d'endettement sera trop élevé, et puis parce que ça devient une charge énorme en fait. On est d'accord. Et que tu peux plus mettre d'argent de côté, donc c'est pour ça que tu peux en faire un, tu peux faire un Pinel, tu peux acheter un appart à Paris et le louer, etc. Mais c'est pas ça qui va te mener à l'indépendance financière, parce que tu peux pas en faire 10 et tu peux pas en faire 20. On est tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'il y a une forme de désinformation qui pousse tout le monde vers ce type de fonctionnement dont tu parles, qui est je m'endette, je paye la banque, je paye tout le monde, et peut-être plus tard ça marchera. D'accord ? Et très bien, il y a des gens qui ont créé un petit peu de capital comme ça. Mais le vrai chemin de la liberté financière, c'est un chemin qui est scalable. C'est-à-dire que tu prends un premier bien qui va te rapporter 100 € par mois en plus de cash flow positif. Super, tu peux en faire un deuxième. Donc tu vas avoir 300 € de cash flow positif. Donc tu peux en faire un troisième. Donc tu vas avoir 500 € de cash flow positif. Et la banque a encore plus envie de te prêter. Exactement. Parce qu'elle sait qu'à chaque fois que tu investis, tu dégages de l'argent. Exactement. Donc tu t'enrichis à chaque investissement, concrètement aux gens qui s'appauvrissent à chaque investissement. Enfin, qui s'appauvrissent en trésorerie, mais qui s'enrichissent en patrimoine. Comme tu dis, on n'a pas une boule de cristal et on ne sait pas si ce patrimoine-là, dans 15 ans, 20 ans, il va s'apprécier ou se déprécier. Exactement. Et je rappelle que dès que tu investis dans l'immobilier, déjà, tu prends à l'entrée 10% de frais. Donc ça veut dire que tu es plus riche de moins 10%. Génial. Donc on est sur un investissement où tu perds 10% à l'entrée et où tous les mois tu payes. Je sais pas si c'est une bonne façon pour devenir riche, mais c'est compliqué. Bon, revenons-en à tes influences alors, parce que tu t'es pas réveillé un matin. Alors certes, il y a eu ce déclic, mais tu te réveilles pas un matin en te disant je vais devenir libre financièrement, c'est quoi la liberté financière, etc. Oui. Mais je veux juste dire un point, juste pour conclure sur ce qu'on disait. Oui, les chemins qui permettent de développer des rentes passives, ils existent. Il faut juste les trouver. Mais ils existent. Et on va en développer d'autres après. On en parlera d'autres. Voilà, je vais juste donner ce message-là. En termes d'influence, alors je dirais que la plupart des influences,
elles sont dans ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai mis 7 ans pour accepter d'être financièrement libre, mais en fait, j'aurais pu l'être beaucoup plus tôt. C'est juste que pour moi, faire le chemin psychologique de me voir financièrement libre, il m'a fallu ce chemin-là. Mais le chemin technique a peut-être duré 3 ans, si tu veux. C'est-à-dire le chemin où factuellement je pouvais être financièrement libre, il a duré 3 ans. Ok, donc au bout de 3 ans, tu générais des revenus passifs qui couvraient tes charges. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais le moment de le réaliser et d'accepter de prendre, entre guillemets, ce que je voyais comme un risque d'être financièrement libre, il m'a fallu 4 ans de plus sur le chemin mental et émotionnel. On parlera chiffres après d'ailleurs, parce qu'il faut, si ce serait intéressant. Si tu veux. Donc, le mindset. Donc c'est pour ça que l'aspect mindset est important. Donc, j'ai eu beaucoup de développement personnel, beaucoup de livres de spiritualité. Je cite des auteurs, Eckhart Tolle par exemple, Le pouvoir du moment présent. Ça c'est très important quand tu es financièrement libre. Il y a toujours des trucs qui arrivent, toujours des merdes, des machins, etc. Donc si t'es pas dans le moment présent, si t'es dans le regret du passé ou dans l'anticipation du futur, ça marche pas. Il y a 2 livres qui ont changé ma vie. Ok. Et celui-là en fait partie. D'accord, c'est quoi le deuxième ? Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Ah, bah je l'ai pas lu celui-là, je vais le lire, je l'ai dans ma liste. Donc Eckhart Tolle par exemple, Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, mais aussi Krishnamurti, mais aussi Thich Nhat Hanh. Donc tout un fondement de c'est quoi la vie, tu vois, c'est quoi la vie, c'est quoi notre expérience de la vie, qu'est-ce qui compte vraiment. Parce que si on boucle avec ce que tu disais avant, en fait, il faut aussi une sacrée motivation pour arriver sur ce chemin-là. Et en fait, finalement, le fait de te recentrer sur toi-même, de faire ce travail de développement personnel, et quelque part, tu te dis, c'est ça que je veux autre chose pour moi, et ça devient une motivation tellement forte que voilà, t'acceptes le reste, t'acceptes le chemin. Tout à fait. C'est pas toujours simple. Tout à fait. Et tu vois, dans ce sens-là aussi, lire des biographies de gens qui ont fait le chemin, ou écouter un podcast comme celui-là, par exemple, c'est très important pour dire, mais oui, c'est possible. Ouais. Si d'autres l'ont fait, je suis pas plus con que les autres, quoi. Si d'autres l'ont fait, pourquoi moi je peux pas le faire aussi ? C'est pour ça que j'adore les témoignages. C'est ça qui a une vraie valeur en fait. Parce que la théorie ça va, mais le vécu c'est différent. Donc il y a vraiment tout ce côté développement personnel, spiritualité. Ouais. Et pour moi ça a été quelque chose de fondamental. Parce que si tu recherches entre guillemets l'argent ou la liberté pour elle-même, ça devient très vite en fait et c'est destructeur. En tout cas pour moi. Donc il faut qu'il y ait un sens, ça s'intègre dans une vision beaucoup plus globale de qu'est-ce que c'est qu'être humain et qu'est-ce que tu veux dans la vie, et, où suis-je dans quelle étagère et toutes ces choses-là, tu vois. Donc en tout cas pour moi c'est important. Donc ça c'était vraiment la première base. Après il y a je dirais des livres qui te permettent de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Ouais. Je citerai un livre qui est très connu en francophonie qui est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. J'en parle tout le temps. Voilà, donc il a... Lisez-le, ça va changer votre vie. Ouais, il est très intéressant. Et les principes sont vraiment des principes de base, hein, très simples, mais... Pour rentrer dans le mindset, c'est excellent. Tout à fait. Et il attaque un certain nombre de mythes ou d'incompréhensions, donc ça c'est un très bon bouquin. Il y en a un autre qui s'appelle, alors il est plus, je sais pas s'il est traduit en français, il est plus complexe, c'est The Millionaire Fast Lane. Livre assez épais, mais dans lequel il rentre vraiment dans tous les... Enfin voilà, c'est toute une méthode, c'est très complet, très riche, beaucoup plus technique. Moi je l'ai beaucoup aimé. Voilà, après on pourrait citer tout un tas de bouquins, mais rien que lire, je te dis, des histoires de gens qui ont réussi, de voir aussi, de discuter avec quelqu'un, tu vois. On peut apprendre de chaque personne qu'on croise, et que ce soit un modèle positif ou un modèle négatif. Je te donne un exemple. Quelqu'un que je connais, qui était avec moi quand j'étais dans le conseil, et on a pris 2 chemins différents. Lui, il a pris le chemin un peu du conseil, etc. Et moi, j'ai pris le mien de créer ma propre liberté. Et quand on se revoit, je suis ravi de le voir. Je me dis, putain, j'aurais jamais pu faire ça, quoi. Mais comment ce gars peut faire ça ? Et j'ai l'impression que plus ça va, plus il a une vie pourrie. Alors qu'il lui convient peut-être à lui, hein, je juge pas. J'espère qu'il se ressemble, qu'il se reconnaîtra pas. Je dis salut. Mais à la limite, c'est son truc, tu vois. Il est là, il est à Paris, il a des problèmes de clients, qu'il appelle à point d'heure. Il gagne bien sa vie, mais enfin bon, vu tous les impôts qu'il paye, vu tout ça, il reste pas grand-chose au final. Peut-être que oui, il a un appartement qui dans 20 ans vaudra quelque chose, c'est son capital, c'est pour sa retraite. Mais quelque part, enfin voilà, moi je fais ce que je veux de mon temps, tu vois. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question, mais quel impact ça a eu, ce chemin, quel impact ça a eu sur ta relation aux autres ? Ok. Guillaume et Émilie nous ont clairement dit que ça les avait éloignés, voire ils avaient plus du tout les amis qu'ils avaient avant, quoi. D'accord. Mais eux, ils étaient ok avec l'idée et ils préparaient
tous les gens qu'ils accompagnaient à l'idée que, attention, ils allaient dérouter leur environnement social et potentiellement perdre une partie de leur environnement social. Alors, j'irai plus loin, c'est que quand on va sur le chemin de la liberté financière, on perd une partie de son identité. Et donc la perte de son identité sociale n'est qu'une conséquence de ça. Ouais. C'est combien une personne différente. Mais j'en sais rien, tu es dans Pauvreté Land. Et on est une personne différente ou on se retrouve Alors moi je pense. Tu me diras c'est un peu pareil. Ouais, vis-à-vis des autres c'est un peu pareil. Non mais poussons la distinction. Je pense que si on a cette envie d'être financièrement libre, c'est que c'est une partie de nous-mêmes. Ouais. Donc on ne fait que, comme tu l'as très bien dit, retrouver ou activer ou reconnecter une partie de nous-mêmes. On a plusieurs jeux en nous et on va simplement sortir ce jeu JE de la liberté financière et c'est lui qu'on va activer. Et on va laisser de compter d'autres personnalités qu'on a. Donc oui, on se retrouve. Mais à partir du moment où on active cette personnalité-là, on change. On change de fonctionnement, on change de mentalité, on change de vibration pour ceux qui sont dans tous ces côtés, vibration, loi d'attraction et autres. Donc naturellement, on va repousser certaines personnes et en attirer d'autres. Oui. Mais ça paraît peut-être choquant par rapport à l'argent et à la liberté financière, mais imagine. Tu es je sais pas, mélomane et tu as toujours écouté de la musique classique. Les gens à qui tu parles font de la musique classique. Quand tu vas dans le parc, tu mets ta musique, les gens qui aiment la musique classique s'approchent de toi. Tu te mets à écouter du métal. Tu crois que tu auras les mêmes copains, que tu attireras les mêmes personnes ou autres ? Non, et c'est tant mieux, puisque tu aimes le métal, t'en as rien à foutre des gars qui écoutent Chopin, toi tu veux écouter je sais pas quoi. Donc c'est pareil, la musique, la littérature, les films, à chaque fois que on change, le monde change avec nous. Et c'est tant mieux, sinon ce serait très dur. T'imagines, t'es financièrement libre, t'as que des gens autour de toi qui disent « Ouais, alors tu comprends, mon patron il était pas content parce que je suis sorti 15 minutes avant. » Enfin, c'est quoi ton truc, quoi ? C'est quoi ton problème ? Moi, je suis là en train de gérer un projet d'1 million. Et là, vos questions, c'est est-ce que l'entrepreneur va délivrer dans les temps ? Je comprends ton problème, c'est très triste, mais moi, j'ai d'autres trucs, quoi. Donc, forcément, c'est pas un jugement de valeur. Pas du tout. Ton problème m'intéresse pas. C'est juste qu'effectivement, moi, je me retrouve confrontée à ça aussi des fois. C'est qu'en fait, ce que tu as envie de lui répondre, c'est... Est-ce que genre trouve ta voie mais sors-toi de là en fait t'as envie de lui dire si ton patron il te tombe dessus parce que t'es parti 15 minutes avant mais bon Dieu mais genre arrête de faire ce que tu fais, trouve-toi une autre voie, à minima change de patron mais juste essaye de je sais pas créer ta propre activité etc et en fait c'est la seule manière que tu seras libéré parce que même si tu changes de patron tu vas peut-être retomber sur la même chose demain etc et le problème c'est que c'est pas tu peux pas devenir une publicité géante pour la liberté financière. Tu peux pas te mettre à prêcher la liberté financière auprès de tout le monde. Et d'ailleurs, ça fait écho à un de tes conseils que je trouve tellement pertinent, mais pas évident à mettre en place. C'est de ne jamais demander conseil à des gens qui ne sont pas au niveau où on a envie d'aller. Correct. Et quelque part, c'est aussi ne pas s'entourer des gens qui ne sont pas... Alors, c'est dur, hein, qui ne sont pas au niveau où on a envie d'aller. C'est même... Enfin, honnêtement, c'est cruel. Mais la vie est comme ça. Je suis pas encore... j'en suis loin de là. Non, mais la vie est comme ça. Enfin, mais par contre, je comprends l'idée de... tu veux gravir l'Everest, tu vas pas demander... même à ta coach fitness de la salle de sport, comment on fait. Bah, bien sûr. Parce que toi tu veux aller faire tu veux aller gravir l'Everest et donc si tu veux des conseils pour ça il faut aller demander à des gens qui l'ont préparé, qui se sont entraînés etc. Et en fait ça paraît assez évident pour la liberté financière que si tu veux aller là que demain t'en parles à ta mère, demain t'en parles à ton frère, que demain t'en parles à tes amis etc. Ils vont te répondre à travers leur propre prisme, leur propre peur, tout ça voilà. Et ça va te saper le moral, quoi. C'est vrai. Alors, je voudrais insister sur un point que tu as mentionné. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et ça n'empêche pas d'avoir du plaisir à rencontrer les gens, à discuter avec eux, prendre un pot. Tu vois, l'ami dont je te parlais, j'adore discuter avec lui, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Mais c'est simplement que c'est pas forcément la personne avec qui j'ai envie de discuter et d'avancer là-dedans. C'est pas quelqu'un qui va me tirer dans ma vie.
c'est pas quelqu'un qui va me faire avancer. Ce qui n'empêche pas que je puisse apprécier l'interaction sociale. On garde les amis qu'on veut, c'est pas gênant. Sauf que forcément, ça rajoute des vibrations dans l'histoire. Et ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est évident quand il s'agit de gravir l'Everest, mais bizarrement pour l'argent, alors là, ça paraît plus du tout évident. Tu disais, ah oui, si je veux monter l'Everest, je demandais à ma coach fitness, ce serait bizarre, mais les gens font pire que ça. Ils veulent perdre 20 kilos, ils vont demander à leur voisin qui est obèse, qui mange des donuts, comment faire ? C'est vraiment ça. Après, ouais, mais je comprends pas, j'ai pas de résultat. Bah ouais, mais regarde à qui tu demandes conseil, quoi. Je te donne un exemple. J'avais une cliente qui a suivi un programme de liberté financière et qui m'écrit texto. Donc tu vas voir le truc, c'est assez fort. Je n'ai cru aucune de vos recommandations. J'ai demandé conseil à mon fils et à son copain, à son fils et à son copain qui est employé de banque. Voilà. Point. Je n'ai aucun résultat. C'est donc bien la preuve que ce que vous faites est une arnaque. Bravo. Tu vois le raisonnement. Je n'ai pas cru, j'ai fait le contraire, j'ai pas de résultat, c'est de votre faute. Et beaucoup de gens ont ce mécanisme-là. Je les blâme pas, mais c'est pour ça que le premier chemin, c'est le mindset. Est-ce que tu es coachable ? Est-ce que tu as envie d'y aller ? Est-ce que tu écoutes les bonnes personnes ? J'ai donné un exemple. Pourquoi c'est important ? Tu lis tous les conseils de base. Ah là, il faut rembourser vos dettes. Il ne faut pas de dette, c'est pas bien la dette. Tu parles à des gens qui sont avancés un peu financièrement, mais ils adorent la dette. Plus ils ont de dettes, plus ils ont d'effets de levier, plus ils sont capables de gagner de l'argent. Oui, mais attends, il faut préciser quelque chose. Oui. Il y a une distinction, et tu l'as fait dans le livre, il y a une distinction entre c'est le bon chasseur et le mauvais chasseur. Donc la bonne dette et la mauvaise dette. Exactement, tout à fait. Le bon chasseur, il voit. Voilà, si tu peux expliquer... Oui, mais parce que ça demande une éducation. Donc j'explique, la plupart des gens, quand ils commencent dans la vie, font des mauvaises dettes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre peut-être par exemple du crédit à la consommation, mais ils s'en rendent compte. Une carte qui a quelques intérêts, un truc de... un prêt ou un paiement X fois sans frais, mais qui en fait a peut-être un petit peu des frais, ou tu vois, ou des frais, ne serait-ce que des frais de dossier. Ils vont s'acheter des passifs, c'est-à-dire, allez, je vais m'acheter une bagnole. Un peu meilleure que celle que j'ai, tu vois. C'est normal, parce que je le vaux bien. Ils vont s'acheter un petit produit de luxe, tu vois, un sac, un machin, un truc. Parfait, c'est pas gênant. Sauf que en faisant ça, ils consomment des ressources et d'autre côté, ils sont obligés de créer de la dette. Ça peut être une dette pour acheter une maison, par exemple, tout simplement. Mais le problème de cette dette, c'est que si elle ne t'aide pas à gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle une mauvaise dette, une dette qui finance un passif. Et c'est un excellent moyen de devenir pauvre, ou en tout cas de rester non libre. Alors que la bonne dette est celle qui te permet d'acheter des actifs. Je prends l'exemple de l'immobilier, tu achètes ta résidence principale, et je sais que certaines personnes vont hurler, mais c'est la réalité, j'y peux rien. Utiliser de la dette pour acheter une résidence principale, tu achètes un passif, tu t'appauvris. Si tu prends le même montant pour acheter un appartement locatif, tu achètes un actif, et donc tu t'enrichis. C'est très simple, mais il faut l'accepter. Je vais pas te contredire, donc effectivement, et donc... Je voudrais dire un point, excuse-moi, Ouais, il y a un point qui est fondamental dans la liberté financière, mais partout ailleurs dans la vie. Il faut vivre dans la réalité et pas dans sa tête. Or, la plupart des gens préfèrent vivre dans leur tête. Ils préfèrent vivre dans le monde tel qu'ils aimeraient qu'il soit, plutôt que de vivre dans la réalité brute et parfois dure, et parfois cynique, et parfois cruelle. Mais c'est la chose qu'on a, c'est la réalité. Comme disait un maître zen de mes amis, il faut coller à la réalité comme le chewing-gum colle à la chaussure. Si on vit dans sa tête, c'est fini. Tu crois que quand tu t'enrichis, quand tu achètes un bien immobilier à Paris, tu vas t'enrichir ? Très bien, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas vrai. Alors quand on rentre sur le chemin de la liberté financière, il y a une première étape qui... on a parlé de la première étape, qui est déjà de le décider. Le décider avec un grand D. Voilà. Ok. Il y a un autre moment important qui est définir sa propre liberté financière. Absolument. Et là, il y a un exercice, tu proposes ou tu suggères de faire des exercices de projection, enfin vraiment de s'imaginer. Ça veut dire, c'est quoi pour moi la liberté financière ? Qu'est-ce que je veux en termes de vie, en termes de niveau de vie ? Est-ce que je veux passer mon temps à voyager ? Est-ce que je veux continuer à travailler quand même ou pas, puisqu'on a la liberté ? Et ça, alors, je l'ai fait. Ouais. Ah, bravo. Et alors, au début, clairement, je me suis dit, ouais, c'est bon, quoi. Ça va. Ça va, quoi.
Non mais c'est bon, je vois à peu près, hein, j'arrêterai de travailler mais je travaillerai encore un peu pour le plaisir, voilà, je ferai un peu oisiveté, un peu de travail. Et je l'ai fait et c'était un super moment. On l'a fait à 2 en fait pour être honnête. Excellent, bravo, ça c'est top ça. Et c'était... Enfin, c'était un super moment. Et je crois que ces choses-là, on se les aurait pas dites. Et ben, on l'a mis, hein, ça faisait une semaine qu'on disait il faut qu'on le fasse. Et on s'est pris un créneau, on a éteint nos portables, pendant ça a duré 2h30, on a parlé. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, comment je me projette, et ça. Et c'était incroyable. Qu'est-ce qui a été incroyable en fait dans l'expérience ? Qu'est-ce qui t'a apporté dans cet exercice ? La profondeur des échanges qu'on a eus. Sur vraiment ce qu'on désire dans la vie. Et c'est pas un niveau d'échange que tu as entre le café et le dessert. Entre je mange et je vais me coucher, entre le sport et... bref, tu m'as compris. C'est pas souvent qu'on se prend un moment pour réfléchir à des choses aussi profondes de sa vie et à ses envies profondes. Et du coup, voilà, j'étais sceptique, je l'ai fait. Et je ne peux que le recommander. Eh bien écoute, tant mieux. Et il y a 2 points importants, si tu veux. C'est assez dur d'arriver quelque part si on ne sait pas à quoi ça ressemble. Déjà. Donc souvent on se dit oui, j'ai envie d'être riche. Mais ça ne veut rien dire ça. J'ai envie d'avoir de l'argent. Mais ça ne veut rien dire en fait. La question c'est quoi les expériences concrètes que tu vis dans ta vie ? C'est ça le seul truc qui existe. Parce que l'argent, c'est sur un compte en banque, je sais pas. Mais ça n'a de la valeur que pour les expériences que ça te permet de vivre ou des émotions que ça te permet de ressentir. Et il y a un deuxième point, c'est que quand on est en couple, quelle que soit la nature du couple, marié, pacsé, relation, j'en sais rien, les rapports à l'argent sont souvent très différents. Et quand on met plus d'argent dans le système qu'est le couple, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes parce qu'il y en a un qui, par exemple, est très content d'avoir plus d'argent et tout. L'autre va être stressé parce que si on en a, c'est qu'on va le perdre, par exemple. Une autre personne va dire tiens, dès qu'on a de l'argent on arrête, on va voyager. L'autre dit mais non, attends, mon entreprise, c'est mon bébé, j'ai envie de le développer, pourquoi Et il y a aussi tant qu'on était dans un niveau de vie modeste ou correct, on avait les mêmes attentes et on se rend compte qu'avec plus on n'a pas du tout les mêmes attentes. Exactement. Et ça, je me rends compte avec le podcast, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup, et ça j'ai l'impression que beaucoup de gens qui changent de niveau de vie se rendent compte dans le couple qu'en fait les attentes n'étaient pas du tout alignées, quoi. Tu changes d'identité. Le fait de changer d'état d'esprit et de faire des choses par rapport à l'argent, la liberté et autres, te fait changer d'identité. Et en même temps, quand tu as plus d'argent, tu changes aussi d'identité. Mais tu peux pas, c'est dur de prévoir en quoi ça va te changer toi et en quoi ça va changer ton partenaire. Donc c'est vachement important de se reconnecter et de s'assurer qu'on est sur la bonne longueur d'onde. Ça veut pas dire que tout le monde, ça veut pas dire que chacun doit raisonner de la même façon, mais qu'il faut des points de recouvrement et des points de liberté. Et ça c'est très important, cet équilibre entre ok, là sur ça on est ensemble, on se retrouve, là on est d'accord pour pas être d'accord et pour le vivre différemment. Ce qui demande donc des compromis. Par exemple, pour être très concret, imagine que tu es une personne du couple qui soit passionnée par son projet, qui se dit voilà, moi pendant 3 ans je ne fais que ça. L'autre qui dit attends, ça va, on a des sous, c'est bon, ton désir de contrôle, mourir le plus riche du cimetière, j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux c'est profiter un peu de la vie, là j'ai passé 10 ans très compliqués au boulot, là c'est bon, on est un peu zen, partons en vacances tous les 3 mois. Comment tu fais dans ce cas-là ? Tu fais un compromis. C'est peut-être pas tous les 3 mois, c'est peut-être tous les 6 mois. Ok, mais on va être dans un endroit où moi j'ai besoin de travailler au moins tous les matins. Donc, et là, tu construis. Ça devient intéressant. Mais il faut poser les choses sur la table. Donc, c'est très bien que vous ayez fait l'exercice. Je te renvoie la question, du coup. Ouais. Quel challenge ça t'a posé à toi dans ton couple ? Déjà, ça demande de décider de choses ensemble. C'est-à-dire qu'on en parlera peut-être, mais à un moment, on a décidé de s'installer à Andorre. Plutôt que de rester en France. Donc tu imagines, il faut déplacer les enfants, il faut déplacer la famille, les parents de mon épouse étaient, son père était assez malade aussi, donc voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent. Donc si tu ne les discutes pas ensemble, forcément la décision sera mauvaise et elle ne durera pas. Donc ça le fait d'avoir cette liberté donne forcément plus d'options, et donc ça demande d'en discuter beaucoup plus.
Ensuite... On peut pas le faire tout seul de toute façon. Ben non, alors à ce moment, faut vivre tout seul si tu veux, mais tu peux pas... Alors, il y a des cas que je connais où il y a des gens qui ont dit, écoute, voilà, moi, mon entreprise, elle fonctionne bien, toi, t'as un boulot, ok, t'es super, tu t'éclates, mais bon, pour mon entreprise, on va laisser s'installer dans tel pays, t'auras une vie super, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs, où l'un demande à l'autre de sacrifier par rapport à un côté économique, tu vois. Ces trucs-là durent jamais longtemps, parce que l'autre personne se sent un petit peu trahie. Je pense qu'on est à une époque où chacun a envie et mérite de s'accomplir personnellement. Oui. Et c'est un peu, mais t'as un projet qui fonctionne bien, mais je t'emmerde. Moi, j'ai mon truc, je l'adore, j'aime bien, donc ok, t'as ton truc, c'est super, mais c'est pas ça qui te donne du pouvoir sur moi et de décider de la vie que je dois mener. Et donc ça demande de beaucoup se rapprocher. C'est aussi la liberté, absolument. Donc tu as, pour donner un autre exemple, c'était assez compliqué à un moment où moi j'avais pas mal de visibilité, mon épouse en avait moins, donc, mais ça veut pas dire que ce que je fais est plus important que ce qu'elle fait, donc comment est-ce que tu gères tout ça? Et on a fini... à la fois en parlant et en mettant les choses en place, en faisant des erreurs aussi, forcément, mais en apprenant des erreurs, à mettre en place un système qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que Charlotte, elle aime bien l'immobilier. Donc on a 40-50 appartements, un truc comme ça. Donc tu vois, je ne connais même pas le chiffre exact. Donc il paraît qu'à un moment donné, on ne calcule plus. Non, mais ça ne sert à rien. Enfin, il paraît, bon, je verrai. Mais... Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc ça, c'est elle qui gère ça. Donc c'est un peu son univers et voilà, moi je m'intéresse, on en parle, je suis content qu'elle m'explique ce qu'elle fait et moi j'ai mes autres activités qui vont être plutôt sur internet, des activités d'investissement plus financiers et on est chacun dans un domaine qui nous plaît, on se retrouve et ce qui ne nous empêche pas de faire des projets en commun. Par exemple là on est en train d'ouvrir une autre activité en Bulgarie, on y va ensemble, ce qui est aussi l'occasion si tu veux de voyager avec les enfants, leur faire découvrir autre chose, donc on essaye de profiter si tu veux des opportunités du business pour faire des choses en famille, ou inversement d'ailleurs. On profite de la famille pour faire des trucs de business. Et après avoir défini sa vision, sa propre vision de la liberté financière, vient tout de suite après le calculer sa propre liberté financière. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais si tu veux, je pense que la plupart des gens se trompent. Ils créent de la liberté financière avec les visions qui sont poussées dans les médias. C'est qu'ils ont des visions de liberté financière de pauvres. Alors, ça paraît un peu dur ce que je dis, et c'est pas du tout une critique de personne. Je juste un peu la formule pour qu'elle soit un petit peu provoque et qu'elle reste. Que veut quelqu'un de pauvre? Indépendamment de l'argent qu'il a sur son compte en banque, mais qui est pauvre dans sa tête. Il veut ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il veut une voiture de luxe, une montre de luxe, une nana ou un mec de luxe, un yacht. Plus de confort, plus de matériel. Voyager. Ouais, mais ça va sur le côté, j'ai envie d'avoir cette espèce de vie de milliardaire, quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que je pense que être finalement la victime consentante de directeur marketing de Ferrari, de Gucci, de tout ça, n'est pas la vraie liberté. D'accord? Bon, chacun son truc. Et sauf que ce niveau de vie-là est très compliqué à atteindre et à maintenir. Et la plupart des gens qui ont des sous, en fait, ils vivent pas du tout comme ça. Oui. La plupart des gens qui ont des sous... Ah, vas-y, explique, c'est intéressant. Parce que non, si je dis moi, c'est moi important que c'est toi. Tu le vois beaucoup. Alors, c'est vrai que le sujet de la liberté financière, c'est un sujet où tu trouves beaucoup d'infopreneurs sur Internet qui sont devenus ou qui sont sur la voie de la liberté financière. Et c'est vrai qu'ils ont tous le même message. Et évidemment, moi, ça me fait plaisir parce que c'est aussi le message que je porte tous les jours. Mais... il y a l'idée qu'on ne devient pas riche en augmentant son train de vie. Correct. Il faut maintenir un train de vie correct, simple, on va dire ça comme ça, que chacun met à son niveau, au niveau qu'il veut, parce que c'est là qu'on crée un levier d'enrichissement. Voilà. Et du coup, en fait, les gens qui se revendiquent qui se revendiquent, c'est un peu bizarre, les gens qui se disent libres financièrement, effectivement, ne sont pas nécessairement dans le show-off, le luxe, moi j'ai, etc. Parce qu'ils ont bien compris, s'ils en sont arrivés où ils en sont, c'est qu'ils ont déjà compris que c'était pas comme ça que ça marchait. Exactement. Donc ça, ce point-là... Ça n'empêche que ça exclut pas le petit craquage, quoi. Je suis un peu riche, j'ai envie de m'acheter une belle bagnole, tu fais un petit craquage, tu fais de petits craquages, etc. Peut-être que des fois tu regrettes parce que tu te dis bon là j'avoue que je suis peut-être allée un peu loin, etc. Ça change pas ta vie. Voilà, mais en fait tu reviens vite sur terre en te disant c'est pas comme ça que je vais maintenir ce niveau parce qu'effectivement il faut y arriver et puis après il faut le maintenir, quoi. Non mais tu vois, je te donne un exemple
très concret. Et ce point-là, il est vraiment important parce que tu ne peux pas te projeter si tu vis dans l'illusion. Tu vois, ou si tu crois que la vie financièrement libre est différente de ce qu'elle est. Là, je te reçois dans l'endroit que j'ai réservé pour la semaine. Concrètement, ce truc-là doit me coûter 100 € la nuit. Hein. Je pourrais très facilement, et ça ne changerait rien à ma vie, aller dans un endroit qui coûterait 10 fois plus cher. D'accord ? Mais à quoi bon ? Je dors. Quand je dors, je m'en fous de l'endroit où je suis. Tu vois ce que je veux dire ? L'endroit, il est agréable, ça me va, je paye pour la valeur. Oui, je confirme, c'est une chambre d'hôtel, tout ce qu'il y a de plus basique. Ah ouais, c'est totalement basique. C'est totalement basique. Mais parce que je ne vois pas pourquoi je payerais plus. Maintenant, hier, j'invitais quelqu'un à déjeuner pour des histoires business. J'ai payé plus dans les 2 heures de déjeuner que ce que me coûte la chambre sur toute la semaine. Ouais, même, je pense que j'aurais pu prendre 2 semaines si tu veux. Mais je m'en fous. Je suis content d'avoir fait, c'était une belle expérience. Donc tu vois, je mets mon argent là où je pense qu'il a de la valeur. Dormir dans un endroit qui va me coûter 1 000 € la nuit, j'en ai rien à battre. Par contre, faire une bonne expérience, un super repas avec quelqu'un que j'apprécie, passer un bon moment, ça j'ai pas de souci. Tu vois, donc ça me permet de mettre mon budget là où j'ai envie. Alors que si... Et donc c'est pour ça que ça permet de définir justement son niveau de liberté financière, qui peut être avec un niveau de vie extrêmement restreint. Je te donne un exemple encore. Mon appartement à Andorre, qui fait à peu près 120 mètres carrés, village très chic, magnifique vue sur la montagne, quand je me lève, j'ai la montagne, une énorme baie vitrée, etc. Charge comprise, me coûte 800 € par mois. D'accord ? Il y a des étudiants qui payent plus cher à Paris, je suis sûr. On est d'accord. Mais par contre, si tu veux, j'y suis de temps en temps, mais ça n'empêche pas d'aller voyager, ça n'empêche pas de faire tout ça. Donc j'ai plusieurs maisons, plusieurs endroits, plusieurs trucs. Mais cet appartement, il ne vaut pas plus par rapport à la valeur d'usage que j'en ai. Et je suis ravi, c'est un bon deal. J'étais avant dans des endroits qui étaient quasiment 3 fois plus chers. J'étais beaucoup moins heureux, c'était trop gros, c'était super compliqué à maintenir. Donc, même chose, valeur d'usage. Donc c'est vraiment très important de se baser non pas sur le côté précis des choses, mais sur la valeur d'usage. Et de minimiser autant que possible, surtout au début, ces charges fixes. C'est-à-dire que l'équation, c'est vraiment celle-là. C'est revenu passif par rapport à charge fixe. Plus tu baisses tes charges fixes et plus tu es financièrement libre. Donc dans le calcul, je pense qu'au début, il faut commencer autant que possible avec un mode de vie minimaliste. C'est-à-dire, ok, on prend vraiment le minimum, on évite de trop se charger et on augmente les revenus. Et après seulement, on peut arriver à monter son revenu, ses dépenses si on veut, avec les rentes qu'on a. Mais il ne faut pas commencer à dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Il y a un moment assez charnière en fait pour lequel on a besoin de définir un montant finalement précis qui est, pour la plupart des gens, je quitte mon job en fait. Ouais. Alors, ton parcours est un peu original parce que toi, pour arriver à c'est pas je quitte mon job, je suis libre financièrement. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Pour toi, il y a une étape intermédiaire qui ne sera pas forcément celle de tout le monde, mais qui consiste à déjà se libérer d'un employeur. Donc, je commence à générer du revenu, par exemple. Je garde mon job, mais je commence à avoir une activité à côté. Oui. Jusqu'au moment où je peux assumer cette activité à temps plein. Donc, j'ai quitté mon job. Et je ne suis pas forcément encore indépendant financièrement, puisque je travaille. Et donc, ça se fait progressivement. Oui. Mais il y a besoin de définir un... Alors, oui et non, parce que la vraie décision, elle va être plus émotionnelle que rationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Il n'y a pas de... Ça y est, j'ai atteint ce chiffre, je pose ma dette, ou j'arrête de travailler. Ça, en fait. Parce que, donc il faut que ce soit un processus. C'est-à-dire que... Pardon. Je pense qu'il y a une intelligence de la vie, en fait. C'est-à-dire que si tu crées les conditions, il y a un moment où ce sera tellement évident et tellement juste que tu n'auras pas d'autre choix. Tu mets une graine dans la terre elle est bien, tu mets de l'eau, tu mets du soleil, il y a un moment où elle va pousser. Tu ne sais pas exactement quand au jour près, mais il y a un moment, c'est mécanique, ça va se passer. La liberté financière, c'est pareil. Si tu crées les bonnes conditions, il y a un moment où la convergence des forces fera que, ok, c'est bon, je peux partir. Pour mon chemin à moi, ça a été très compliqué parce que je suis un grand stressé de la vie. Toujours peur de manquer, ça vient de mon grand-père, enfin bref, tout un tas de trucs. Donc même si, dans les chiffres, j'étais financièrement libre, je ne pouvais pas quitter mon boulot. C'était plus fort que moi. J'avais besoin de cette réassurance.
Mais ce que je recommande, c'est de vivre des expériences. C'est-à-dire qu'on peut se projeter en disant « Putain, ce serait génial, j'adore, j'en sais rien, mon podcast sur la liberté financière, je pourrais vivre que de ça un jour. » Et donc, je vais arrêter toutes mes activités pour ne faire que ça. Le risque là-dedans, c'est que ce que tu fais comme hobby, complémentaire, motivant et autres, change totalement de nature quand ça devient ta source de revenus principale et unique. Ça devient une source de stress parce que tu dois générer du revenu alors que c'était une source de plaisir avant. Exactement. Et ça, ce switch, il ne faut pas le négliger. Et souvent, on risque de, j'appelle surcharger le bébé. C'est-à-dire que tu as un petit bébé, il est tout mignon, t'en occupes, tu le nourris, tu donnes des ressources, du temps, et tu es heureux, tu dois grandir. Et tu vas, vas-y. Non, c'est tellement vrai parce qu'il y a tellement de parents qui se disent j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants et qui, quand ils passent un week-end entier avec leurs enfants, sont contents de retourner au boulot le lundi matin. Ça me fait, ta comparaison me fait tellement penser à ça. Et donc, tu vois, il grandit, et puis là, il commence à marcher. Et là, tu lui dis écoute, c'est bon, maintenant tu vas faire les courses, tu vas gagner du fric parce que moi, ça fait 2 ans que j'occupe de toi. Beaucoup de gens qui sont là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Tu tues le bébé? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut voir la maturité des projets et pas leur faire supporter plus que ce qu'ils sont capables de donner. Même chose, si tu as un arbre, il commence à pousser, tu enlèves tous les fruits, toutes les feuilles et autres, il va pas grandir, il va mourir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que très très rarement, liberté financière se traduit par j'arrête de travailler et je vis dans l'oisiveté. Tu l'as dit tout à l'heure parce que c'est complètement... T'en tires une balle, parce que c'est compliqué à maintenir, parce que... pour tout un tas de raisons. Et en fait, on n'arrête jamais vraiment de travailler et on continue toujours à générer des revenus. C'est juste qu'il n'y a plus l'obligation, donc ça veut dire que il faut quand même avoir cette vigilance pour ne pas tomber dans l'excès inverse qui est... en fait, je reste dans l'indépendance financière, je passe jamais dans la liberté. Finalement, c'est que je me tue dans mon entrepreneuriat, dans le boulot que j'ai créé pour moi-même, et j'arrive jamais à créer l'indépendance de revenus, quoi. Il y a un peu... Mais ton point est important. Alors, je vais poser une question. C'est quoi le but de la vie, en fait? Ça sert à quoi? Pourquoi on est là? Dans ce que tu dis, qui est souvent ce que recherchent les gens, il y a cette hypothèse sous-jacente qui est que finalement la vie c'est chiant, la vie c'est dur, donc le but c'est de sortir de la partie dure de la vie pour vivre dans l'oisiveté, se faire plaisir, kiffer la life. Ok. Si tu as essayé de le faire, je sais pas si tu as essayé de le faire, je pense que tu peux kiffer la life 15 jours à peu près. Parce que les mojitos au bord de la plage, ça devient vite très chiant. L'être humain, je crois que c'est Pascal qui disait ça, son drame, c'est de ne pas pouvoir rester au repos dans une chambre. Et bien ça, c'est vrai. Ah oui. Donc, encore une fois, il ne faut pas vivre dans sa tête, il faut vivre dans le monde réel. Dans le monde réel, l'être humain n'est pas fait pour vivre une vie oisive. Le but du jeu, je suis désolé, c'est pas bouffer, boire, baiser, mourir. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de vivre des expériences, de vivre des défis, de vivre des challenges. Si ceux qui nous écoutent pensent que le fait d'avoir de l'argent permet de ne plus avoir aucune difficulté dans la vie, ils se trompent. Le fait d'avoir de l'argent permet juste d'avoir de plus gros problèmes. Mais la différence, c'est que c'est des problèmes qu'on choisit et c'est des problèmes qui nous font grandir. Ouais. Parce que résoudre pour la 250e fois le problème de la feuille Excel 253 qui ne reboucle pas avec la 254, ça ne fait pas beaucoup grandir. Par contre, le fait de dire, ok, jusqu'à présent, j'ai acheté des appartements, maintenant je vais acheter un immeuble, ça nous fait grandir. Je pense que le but de la vie, c'est de grandir, et que le seul intérêt de l'argent, c'est de nous permettre d'avoir des expériences qui nous font grandir plus vite, ou en tout cas dans des directions que nous, on a choisies, et pas qui nous sont imposées par les autres. Je trouve ça très intéressant parce qu'on trouve énormément, et puis t'en cites quelques-unes dans le livre, de formules de calcul de la liberté financière. Et en fait, je me rends compte que même moi, je t'écoute, je me projette et je me dis, mais oui, mais en fait, il n'y a pas un moment où je vais me dire, tiens, je gagne ça, j'arrête tout. Il n'y a pas une journée, une seconde où ça se passe, quoi. Il y a, je mets les conditions en place pour, d'une, générer des revenus passifs, de deux, effectivement, quitter mon emploi, créer ma propre activité, etc. Toi, tu l'as fait dans beaucoup de diversification en plus. Et puis ces activités d'investisseur, ça te prend du temps, ça te stimule et tu ne veux pas les arrêter du jour au lendemain. Pourquoi ? Donc, parce que ça m'amuse. Donc en fait, il n'y a pas de... et puis plus tu continues, plus tu gagnes. J'aime bien cette idée. Donc peut-être passez-vous de calculer combien... C'est peut-être pas
ça aide pas en fait. Non, ça fait pas avancer le schmilblick. Peut-être que ça nous rassure si tu veux, mais en tout cas, c'est pas ça qui nous aide à prendre des décisions. Parle à toutes les personnes, tu pourras faire ça dans tes podcasts. Pose cette question aux gens, à partir de quel moment ils ont réalisé qu'ils étaient financièrement libres et est-ce qu'ils, par hasard, factuellement, ils n'étaient pas financièrement libres plus tôt. Et bien, toutes les personnes à qui j'ai discuté, en fait, étaient financièrement libres beaucoup plus tôt que le moment où elles s'en sont rendues compte. Et parfois, c'est plusieurs années d'écart. C'est juste que tu es dans ton système, t'avances. Non, mais en plus, cette idée de couvrir les charges avec le revenu passif, on veut jamais couvrir que nos charges. Bah, forcément. Si j'ai besoin de 1200 € pour vivre, c'est pas le jour où je vais gagner. Bah oui. Voilà. Il y a du risque, il y a tout ça, donc tu peux toujours continuer un jour de plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est pour ça que cette décision de quitter, la vie s'en charge en fait. Donc faut pas se préoccuper de ça. C'est quelque chose qui est plus loin sur le chemin, donc dans le moment présent, je pense qu'il faut juste on fait son boulot, on fait le job tous les jours, et puis on crée le système. Et à un moment, le système devient autoportant. Et à un moment, la vie nous le dit. On dit c'est bon, tu peux y aller. Mais il ne faut pas se préoccuper d'un moment, je devrais décider, ça met beaucoup de pression, et je ne sais pas trop, et j'ai peur, est-ce que c'est la bonne ou mauvaise décision ? Non, la vie s'en charge, il n'y a pas de problème. Alors toi, tu n'as pas décidé de mettre tous tes œufs dans le même panier, comme on dit. Ouais. Dès le début, comme si tu t'explorais un peu, quoi. Ah, mais moi, je suis un malade. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis un taré. taré. Énormément de choses. Ouais. Alors, c'est vrai que quand tu les retranscris dans le livre, tu parles d'énormément de choses, énormément de directions qu'on peut prendre quand on veut être indépendant financièrement. Ta particularité à toi, c'est que tu en as testé beaucoup. Ouais. Que l'idée de tout mettre dans l'immobilier ou de tout mettre dans, j'en sais rien, dans les cryptos, j'en sais rien, c'était pas ton truc. Et du coup, j'aimerais tes enseignements de tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les véhicules les plus porteurs ? Quels sont les véhicules qui t'ont fait, qui ont été source de beaucoup d'emmerdements ou d'erreurs, sur lesquels t'as fait une ou plusieurs faillites. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te semblerait être une bonne allocation de son temps pour quelqu'un qui se dit je veux rentrer là-dedans. Concrètement, qu'est-ce que je fais quoi ? Je le mets où mon argent ? On est d'accord. Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis un peu un malade sur ce sujet parce que mon but n'est pas juste de créer ma propre liberté financière. J'ai aussi ce côté vocation de partager ce que je fais avec les autres. Je peux parler de trucs d'un point de vue théorique, mais ça n'a jamais été ma façon de faire. Je préfère connaître les choses, sinon je ne peux pas en parler. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai fait de l'infopreneuriat, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait des crypto-monnaies, j'ai fait du trading, je pense que des paris sportifs, des rachats d'entreprises. Des placements financiers basiques, de la SCPI, l'assurance vie. Donc si tu veux, je pense que voilà, un peu tout ce que tu peux imaginer, je l'ai fait. L'investissement dans des entreprises, dans des PME, etc. Totalement, dans tout ça je l'ai fait, les parts minoritaires, j'ai un peu testé tout, mais ce qui me permet d'en parler, non pas théoriquement parce que j'ai vu un bouquin où j'ai parlé avec un gars, c'est parce que je l'ai vécu. Je pense que l'un des premiers trucs, c'est qu'il faut que le levier te plaise. Ouais. Si le levier ne te plaît pas, ça peut être le plus rentable du monde, tu vas te planter. Ça me fait penser à mes amis d'Avenue des investisseurs que j'ai reçus dans le podcast. Et c'est pas du tout des fans de l'immobilier. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils me le disent, eux, ils sont plutôt sur la bourse ou les placements financiers, et ils s'en sortent très bien. Mais l'immobilier, ils voient vraiment la source d'emmerde, quoi. Ouais. Gérer les locataires, les travaux, les machins. Ouais. Donc vraiment, si ce côté-là est anxiogène pour vous, et que ça vous fait chier, n'allez pas dans l'immobilier, quoi. Exactement. Même si, moi, j'ai envie de vous dire... c'est un super levier, qu'il y a le levier bancaire, déjà rien que ça, c'est incroyable. Comme tu disais, on prend 200 000 € à la banque et on gagne de l'argent sur l'argent que nous a prêté la banque, qui n'était même pas à nous, quoi. Mais effectivement, il faut accepter tout ce qui vient avec. Exactement. Et tout le monde ne kiffe pas faire ça. Ta femme, comme tu le disais, elle prend beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Et tu vois, on n'est pas des lemmings. C'est pas parce qu'on a vu un gars qui allait à droite qu'il faut aller à droite, quoi. Comme on dit, il ne faut pas suivre le chemin des maîtres, il faut chercher ce qu'ils ont cherché. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui réussissent partout dans tous les domaines et qui réussissent de façon exceptionnelle. Donc il n'y a pas un levier qui est meilleur que les autres. Le levier qui est le meilleur, c'est celui qui te parle. Et ça dépend de l'endroit d'où tu viens. Moi, si tu veux, pour moi, l'immobilier... Quand je pense immobilier, qu'est-ce que je vois ? Je vois les maisons qui ont été créées par ma grand-mère, entrepreneuse, qui ont effectivement pris une certaine valeur, mais qui sont devenues finalement des passifs parce que ça coûte très cher à maintenir, auxquels les endroits sont fabuleux, mais enfin quand tu es au bord de la mer,
bonjour la maintenance de ta baraque, qui sont... Et c'était pas des investissements, si je comprends. Du coup, ce que je comprends en creux, c'est que c'était... Ouais, c'est à la fois investissement ou... c'est des résidences secondaires. Exactement. Ouais, voilà. Donc, oui, mais qui peuvent être aussi locatifs, tu vois, c'est toujours pareil. Mais effectivement, qui aujourd'hui fonctionnent un peu comme des investissements, mais qui ont finalement énormément de charges, assez dur à vendre à leur valeur qu'on estime juste, donc plutôt des emmerdes. Okay. Alors que le côté investissement financier, un côté très rapide, très fluide, le côté infopreneuriat, vente d'informations, quelque chose que j'aime bien. J'aime un peu moins le e-commerce par exemple. Donc j'ai essayé de faire des shops e-commerce, j'en ai qui ont marché. On peut bien gagner sa vie avec les deux, l'e-commerce et l'infopreneuriat. Bien sûr. Il y a quand même une vraie pompe d'amorçage, quoi. Totalement, mais c'est vrai dans tout. C'est-à-dire que oui, on gagne pas. Oui, mais par exemple l'immobilier, t'achètes un immeuble de rapport, tu finis tes travaux, le cash tu l'empoches. L'immobilier, t'as quand même une pompe d'amorçage. Il a fallu quand même que tu passes peut-être 3 ou 6 mois pour trouver l'immeuble de rapport génial, que tu négocies ton prêt avec la banque, que tu fasses peut-être putain de travaux. Donc ta pompe d'amorçage elle dure 1 an si tu veux, donc, ou 6 mois. Donc, c'est vrai. Donc t'as toujours une pompe d'amorçage. Ouais. Donc, tu as mais toujours... c'est bien de le dire. Qui est une pompe d'amorçage, mais bien sûr. Oui, mais non, mais enfin, quelque part, on a envie que ça tombe du ciel. Et on a envie, j'ai l'impression qu'il y a une obsession de trouver la voie la plus rapide. Oui, mais de toute façon, c'est toujours pareil. L'être humain, il est fait comme ça. Il faut aller vite, il faut pas faire d'efforts. Il y a une chanson de d'ailleurs Straits que j'aime bien qui dit Money for nothing and the chicks for free. Et ben, ils ont tout compris. L'être humain, il veut ça. Money for nothing and the chicks or the guys for free. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais en réalité, déjà, la destination est relativement peu importante. Le chemin compte beaucoup plus. Parce que tu as un but, tu l'atteins, tu fais quoi après ? Tu as un autre but, ou tu es déprimé parce que tu as atteint ton but. Le chemin est beaucoup plus important. En fait, c'est le chemin qui nous développe. Comme on dit, l'important, c'est pas d'être millionnaire. Ce qui est important, c'est le chemin que tu dois faire pour devenir millionnaire. Donc, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, quand tu mets une barre, quand tu mets un niveau, par exemple, je veux atteindre tel niveau de revenu, etc., bah, quand tu y arrives, bah, la barre... Bah oui, tu fais quoi ? Tu montes ta barre. Tu la montes, en fait. Et tu es un hamster dans ta propre roue. Voilà, c'est toujours la même chose. En fait, quand tu définis quelque chose de très précis en termes de niveau de revenu que tu attends, de telle chose que tu veux acheter, etc., bah, dès que tu as satisfait ce niveau, bah, tu en veux plus. Donc, on est d'accord. Effectivement, et c'est sans fin. Et là, on tombe sur ce que Thich Nhat Hanh appelle, c'est un concept du bouddhisme, appelle les fantômes affamés. Les fantômes affamés, ce sont des fantômes, mais dont la gorge est ouverte, ils ne peuvent pas se nourrir, donc ils ont faim tout le temps. Et beaucoup d'entre nous nous comportons comme des fantômes affamés. Si tu veux. On veut, j'en sais rien, plus d'argent, plus de prestige, plus de reconnaissance, plus de sexe, moins de poids, j'en sais rien. On veut toujours plus. Et ça, c'est une très bonne façon d'être frustré toute sa vie. Donc mon approche elle est différente. Déjà pour moi, la motivation extrinsèque est très faible. C'est-à-dire que je ne peux pas me motiver en disant allez, je vais faire tel truc et je vais gagner 1 million. Ça ne marche pas sur moi. Pour moi, il faut que j'apprécie l'activité. Je fais un truc qui me fait plaisir, et en plus, si ça marche, je vais peut-être gagner 1 million. Mais déjà, ça me fait plaisir. Donc c'est le premier truc. Et quand tu fais des trucs qui te font plaisir, à la limite, peu importe, tu les fais, c'est tout, tu es content de le faire. Et en plus, tu gagnes de l'argent. C'est génial. Et donc comme le chemin est plaisant, t'as pas d'urgence, parce que tu fais ce que t'aimes. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça le vrai point. Et souvent, les gens ont l'impression que le chemin est désagréable. C'est ah là, ça va être tellement désagréable, il faut que ce soit très très court. Et encore, je serai riche. Je vais me serrer la ceinture, je vais plus pouvoir rien faire. Vite fait que j'y arrive, quoi. Et ça ne marche pas comme ça. En tout cas, ça n'a jamais marché pour moi. Ce qui marche, c'est dire putain, j'adore ça. J'adore ce chemin, c'est fabuleux. Et en plus, je deviens riche. C'est génial. Ce qui est génial, c'est que ça dédouane les gens d'avoir à se demander est-ce que c'est plus intéressant de faire l'assurance vie, est-ce que c'est plus intéressant d'investir en SCPI, en machin, d'acheter des crypto-monnaies, de faire du crowdlending, etc. Très jargonneux. Ouais. En fait, ça les dédouane parce que déjà... Commencez par vous intéresser au mécanisme de ce qui vous intéresse. Si l'immobilier vous intéresse, creusez le truc à fond. Ouais. Si la bourse vous intéresse, creusez le truc à fond, etc. Et puis, si la bourse vous intéresse, bah, vous intéressez pas à l'immobilier. Vous n'êtes pas obligé de devenir une encyclopédie de l'investissement pour savoir où est-ce que c'est le mieux d'investir. C'est ça que j'ai. Mon cas il est particulier parce que j'ai des ressources financières, j'ai des capacités de travail, j'ai un certain intellect sur certains sujets, donc je peux me permettre de poursuivre plusieurs chemins. Mais parce que ça correspond à mon rôle, un peu de vocation d'éclairer plusieurs chemins et de dire aux gens voilà, il y a tout ça, voilà mon expérience, ça te permet de prendre celui que tu veux. Mais effectivement, la première recommandation, c'est choisissez un levier et allez dedans.
apprenez et après seulement vous ouvrirez un deuxième levier. Par contre, dans les leviers, choisissez ceux qui sont intéressants. C'est sûr, si tu deviens l'expert du livret A, tu n'auras jamais... excuse-moi, mais ça va être compliqué, tu vois. Déjà, ce sera court. Et puis, donc même l'expert de l'assurance vie, de la fiscalité assurance vie, comment je peux gagner alors qu'il fait 2% maxi par an. Enfin, on peut se faire plaisir longtemps, mais ça va pas beaucoup. Non, mais t'as raison de leur dire quand même. Il faut le dire. Donc, si tu veux, il y a quelques leviers. Si on devait les lister, c'est l'immobilier en rendement, l'infopreneuriat, le e-commerce, des activités effectivement peut-être de repreneuriat, des activités effectivement d'investissement financier, le trading, les crypto-monnaies. Donc ça existe, il y en a une demi-douzaine, mais il faut chercher un endroit où on peut avoir des rendements, soit des rendements sur son temps, soit des rendements sur son argent. Globalement, est-ce que je me trompe si je dis essayons d'aller chercher tout ce qui est au-dessus de 8, 10. Ouais, c'est ça, là on commence à faire des trucs. On commence à être bien. Alors, peut-être que si je suis un peu plus 6, 7, bon allez. Ouais, non, c'est bon, enfin voilà, mais on est là-dedans. 8-10%, et ensuite il y a 2 distinctions au sein des 8-10%. Il y a tous les leviers qui vont pouvoir te permettre d'accéder au crédit bancaire et tous les leviers qui vont pas te permettre. C'est une bonne distinction. Donc du coup, entre 2 leviers à 8-10%, ce qui peut par exemple être possible avec l'immobilier Big Play que tu décris, et le crowdfunding immobilier. Par exemple ou la bourse. Oui, on est à peu près dans ces niveaux de rendement. Ou les dividendes, ou tu vois. Alors, évidemment, chacun a ses fonctionnements très particuliers et vous ne ferez pas l'économie de vous en former, ça c'est sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y en a un où tu peux emprunter de l'argent et il y en a un autre où tu ne prends pas. Donc, de fait, tu vas pouvoir aller un petit peu plus vite sur un. Mais si tu vas un peu plus vite mais que ça te fait chier, je comprends ce que tu dis, quoi. Ça sert à quoi ? N'y allez pas, quoi. Ça sert à quoi en fait ? Et d'ailleurs, alors moi, pour que tu le saches, moi les investissements qui m'intéressent en ce moment, ils sont tous au-dessus de 30-40% par an. En dessous, ça m'intéresse pas. C'est quoi ? Bah, je te dis, non mais alors il y en a plein. Alors là, mais il y en a plein. Mais vraiment, sauf qu'il y a un problème de liquidité. Donc ton banquier t'en parlera jamais. C'est que tu peux mettre quelques millions dedans, mais pas plus. Donc par exemple, les paris sportifs. Tu peux avoir effectivement entre 30 et 150% par an. Le trading, là tu peux avoir effectivement de très bonnes rentabilités, des traders manuels, des robots de trading. Donc il y a des reprises d'entreprise, c'est plus compliqué, mais il peut avoir aussi de très bons rendements. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, si tu veux. Mais pourquoi ça m'intéresse ? C'est parce que j'ai fait mon boulot avant. C'est-à-dire que des rendements et puis tu kiffes ça en plus. Bah, j'aime bien, bah oui, et puis c'était des vrais problèmes. C'est des rendements à 10%, je sais faire, donc ça m'intéresse pas. Parce que tu parles des paris sportifs par exemple. Ouais. L'idée c'est pas de dire sur quelle équipe il faut parier. J'imagine que c'est pas ça. C'est comment tu limites l'aléa du hasard. Quel schéma tu mets en place pour limiter l'aléa du hasard et maximiser tes gains. En fait, le but c'est de créer un système de transformation de signal où tu as un historique stochastique sur des équipes, etc., plus de l'information, et tu fais un algorithme qui te permet de sortir un signal qui va créer de l'argent en fait. C'est ça. Donc tu fais une transformée des résultats et tu transformes un truc qui fait de l'argent. Donc même quand on déteste le sport, ça peut être stimulant pour... Ah oui, alors moi j'en ai rien à foutre du sport, j'en ai rien à foutre des équipes, l'OM, machin, je sais même pas, je m'en fous qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais par contre je sais créer des systèmes qui à partir de ça font de l'argent. C'est ce truc intéressant. Voilà. Donc donc par rapport à tout ça, je voulais juste finir, il y a une mentalité que je qualifierais de la mentalité de manque. La mentalité de manque, c'est dire, de toute façon, on m'a dit le boulot c'est chiant, mais plus tard ce sera bien. Et ça, je prends le modèle de vie différé, modèle de mon père, je me fais chier pendant 60 ans, mais après ce sera bien. Si on applique le même modèle à la liberté financière, ça donne, bon ok, c'est le même chemin sauf qu'il est plus court, je me fais chier pendant X années, et après ce sera bien. Mais c'est le même modèle, c'est la même mentalité. Alors qu'en fait, l'idée c'est d'inverser le truc, c'est de dire, mais en fait ça peut être bien dès maintenant. Oui. Donc ça c'est une mentalité d'abondance. Donc ça, s'il y a un truc que les auditeurs devraient retenir, c'est que non, le chemin de liberté financière, c'est pas un Golgotha plus court. D'accord ? C'est simplement qu'on profite des choses dès maintenant. On profite du chemin, et il se trouve que ce chemin, comme on l'a bien choisi, il nous permet en plus d'être riche et de faire encore plus de trucs qu'on aime bien. Tu comprends la différence de mindset ? Je comprends et j'adore le message. Donc voilà, retenez ça. Faites ce qui vous fait plaisir maintenant, en fait. Voilà. Je change un peu de sujet, ça a toujours été naturel pour toi de mettre l'argent de côté, la notion de discipline budgétaire, ça te parle ou Oui, parce que si tu veux, moi j'ai toujours ce côté, moi ça vient de il faut savoir que mon grand-père avait été fait prisonnier dans les camps.
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était revenu avec, on va dire, une espèce de mentalité de manque très forte. Il collectionnait toutes les boîtes, tu vois. Il avait chez lui l'espèce de boîte, tu vois, dès qu'on lui ouvrait, je sais pas, une bouteille de whisky, un machin, il collectionnait les boîtes, il y avait plein de boîtes. Les ficelles, il avait une collection de ficelles incroyable. Il utilisait les enveloppes, il les retournait pour les réutiliser, si tu veux, alors qu'il gagnait très bien sa vie. Mais, mentalité de manque totale. Donc tu imagines ça, transmis à mon père, transmis à moi. Donc moi, je collectionnais pas les enveloppes, si tu veux, ou les bouts de ficelle, mais il y avait le fait de dire, je sais pas de quoi demain sera fait, donc il faut que mon niveau de vie soit le plus faible possible. Et ça très jeune ? Ouais, tout à fait. Ça a toujours été mon truc. Donc quand on dit aux gens qui nous écoutent, ça reste, enfin moi c'est quelque chose que j'entends tout le temps, c'est un dénominateur commun des gens qui ont réussi à s'enrichir. Et encore une fois, si vous voulez vous enrichir, prenez le témoignage des gens qui l'ont fait et évitez d'écouter les gens à côté de vous dont les injonctions sont faut bien se faire plaisir dans la vie, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas de souci avec cette injonction-là, seulement il faut savoir où vous voulez aller. Si vous voulez aller à un endroit, écoutez les gens qui l'ont fait, et si leur conseil à eux c'est maintenir un niveau de vie simple, la frugalité, le minimalisme, etc., peut-être que c'est plus eux qu'il faut écouter si vous voulez suivre leur chemin. Encore une fois, il n'y a pas de c'est pas bien de profiter, il vaut mieux se serrer la ceinture, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie et qui on écoute pour y arriver, quoi. Et puis encore une fois, on en revient au principe de plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie ? Est-ce que se faire plaisir, c'est acheter le nouveau truc à écran plat, ou est-ce que c'est ne serait-ce que se balader dans un parc ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je tire plus de plaisir à me balader dans un parc qu'acheter des machins. J'ai trop de machins, enfin je sais que si je veux des machins je peux en avoir plein, mais ça m'a jamais satisfait en fait. Les expériences me satisfont. C'est pour ça que je te dis là, la chambre dans laquelle elle est relativement simple. Je me sens, pour que tu saches tout, en fait j'avais loué une chambre d'hôtel beaucoup plus chère en fait dans Paris, et j'avais réservé pour la semaine. Quand je suis rentré dedans, je me suis senti très mal. Le truc était plutôt prestigieux, plutôt luxueux, je n'étais pas bien. Donc j'ai préféré payer une autre chambre ailleurs qui est beaucoup plus simple, dans laquelle je me sens vachement bien. Évidemment, j'ai pas récupéré ce que j'ai payé sur l'autre, j'ai payé d'avance. Donc j'ai préféré payer plus cher d'un truc où je me sens mieux, même s'il est beaucoup moins prestigieux. Ça, c'est la vraie liberté. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est le fait de pouvoir te dire, ok, j'ai payé ça, c'est pas grave, sunk cost, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ? Je vais vivre un truc où je me sens bien. Ok, je sors ma CP, je vais ailleurs, terminé. Donc ce point-là, et pourquoi je peux le faire ? Parce que justement, j'essaye d'adapter, si tu veux, mon niveau de vie par rapport à ce qui me fait vraiment plaisir. Pas par rapport à faire du show-off. Une fois, je discutais avec un gars, on parlait investissement et tout, et puis il a discuté avec un ami commun, il fait, ce gars-là, il a vraiment des sous. Il dit, mais pourquoi ? Il n'a pas de montre. Mais j'ai pas de montre parce que j'ai pas besoin de temps. Tu vois ce que je veux dire ? Je gère mon temps comme je veux. J'ai pas besoin d'avoir une espèce de Rolex ou poignée, etc. Si je veux, je m'en achète une en dehors demain, quoi. Ça sert à rien pour moi. Et du coup, cet équilibre, parce que quand même l'aspiration de beaucoup de gens, là on parle même plus du matériel et l'oisiveté, c'est de retrouver du temps. Ouais. Ça c'est quand même, je crois, un dénominateur commun de tous les gens qui aspirent à une autre vie. Oui. Ne plus être dans la course, le métro, boulot, c'est ça la vraie richesse. Est-ce que, en devenant investisseur de ta vie, en devenant entrepreneur, est-ce que tu arrives à maintenir, puis tu as des obligations quand tu es à ce niveau aussi de vie, d'investissement, etc. Est-ce que tu arrives à cet objectif, à ton objectif à toi ? Je sais pas où tu as situé cet objectif-là, mais en tout cas, est-ce que tu arrives à maintenir un certain équilibre ? Oui. Alors ce point-là, il est très important. Je vais y répondre, je fais juste une petite aparté qui est, à mon avis, essentielle sur cette notion de gestion du temps. Les gens, encore une fois, ont l'impression que le travail est sale et mauvais et que le loisir est bien. D'accord ? Et donc on essaye de faire le minimum nécessaire de trucs pas bien pour bénéficier du truc bien. Sauf que quand tu es financièrement libre, c'est le contraire. C'est que toute ta vie est bien, parce que tu as structuré comme ça. Donc il ne faut pas raisonner genre la semaine de 4 heures, je ne sais pas si tu l'as lu. Semaine de 4 heures dit... je l'ai enfin acheté. Ok, tu l'as acheté. Le message te dit, finalement, pourquoi se faire chier puisqu'on ne peut bosser que 4 heures par semaine. Le gars t'a décrit le modèle qu'il a mis en place. Très bien. Mais pour moi, c'est un peu comme si tu disais, j'adore le ski. J'adore. Et j'ai enfin réussi à créer une vie où je ne peux skier que 4 heures par semaine. Ça n'aurait aucun sens. Si tu aimes ce que tu fais, tu veux juste en faire tout le temps. Donc c'est quoi ce truc de dire, tu peux bosser que 4 heures ? Non, moi j'adore ce que je fais. À la limite, si je pouvais bosser 24 heures par jour, je le ferais. Parce que ça m'éclate.
Donc ça, c'est vraiment important de le réaliser. Oui. Dans le chemin de liberté financière, ce que tu fais a une récompense intrinsèque, qui est contraire au travail subi. Et ça change tout psychologiquement. Maintenant, j'en viens à cet équilibre du temps. Moi, j'ai un côté bipolaire marqué. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je suis en phase hypomaniaque, j'ai une productivité impressionnante. C'est-à-dire que je peux créer un nouveau business en 3 semaines, je peux faire une opération marketing en une après-midi, je peux être extrêmement, extrêmement efficace et très bon. Par contre, il y a des moments où je suis en phase d'apathie, dépressive. C'est-à-dire que je ne peux rien faire, il ne faut rien me demander. Rien que faire un mail, ça me demande 3 heures. Avant, il m'a parlé 3 secondes, ça me demande 3 heures. Donc, ça me demande d'être capable de gérer mon temps par rapport à mon énergie. Donc, il ne faut pas que ce soit mon business qui me gère, il faut que ce soit moi qui gère mon business. C'est-à-dire que, donc, on va dire que c'est le cas extrême où tu as besoin de pouvoir gérer ton temps. Pas juste gérer ton temps, je décale une réunion d'une demi-heure, d'une journée, c'est qu'il y a des fois où j'ai besoin de faire un break. Je prends 2 semaines. Ou je prends 3 mois, ou je ne sais pas combien de temps je vais avoir besoin, j'ai juste besoin de retrouver de l'énergie, et je sais que si je continue à tirer sur la corde, là les conséquences vont être graves, parce que j'ai tombé en dépression, je vais repartir en burn-out, etc. Donc c'est des questions de vie ou de mort, si tu veux, c'est pas juste, tiens, je me sens un peu fatigué, c'est vraiment critique pour moi. Donc la façon dont je le fais, c'est que à partir du moment où j'ai mis en place un système, parce que je sais que je fonctionne comme ça, donc j'ai toujours des gens qui peuvent prendre le relais. Donc quand je suis en forme, j'y vais, je donne une impulsion, et donc là je fais des changements stratégiques, je lance un nouveau produit, je donne une nouvelle vision, donc ça c'est mon rôle. Mais quand je suis plus en énergie, quand je me retire du truc, mes activités tournent toutes seules. Mais donc, ça veut dire que tu es arrivé à l'objectif de décorréler tes revenus avec le temps que tu passes, parce qu'une partie de tes revenus viennent de l'entrepreneuriat. Exactement. Et du coup, c'est toujours le piège, c'est qu'on dit toujours en plus, il y a vraiment ce mythe de il faut travailler comme un acharné pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et du coup, toi, t'as réussi à... Voilà, t'étais pas l'esclave de... Absolument. En fait, t'étais pas un nouvel esclave, avant t'étais l'esclve de ton patron. Désolée, non, c'est vrai, mais c'est la réalité. Toujours esclave de son patron. C'est la réalité, mais... En tout cas, quand on travaille pour un employeur, on travaille pas pour soi. On travaille pour enrichir une entreprise qui appartient à d'autres, qui n'appartient pas à soi. Et du coup, dans ton cas, t'es pas dans l'esclavage d'un nouveau truc qui serait juste à toi. Quoi. Et ça, tu vois, ça c'est un point très important parce que le côté esclavagisme, il est partout, il est très subtil. C'est-à-dire que, quelqu'un qui est salarié, oui, on peut dire que c'est une forme d'esclavage économique. Parce que il est subordonné, c'est dans le contrat de travail. S'il ne veut pas venir bosser, c'est une faute. Même il n'est pas libre de son temps. Mais on peut adorer, hein. Ça veut pas dire qu'on kiffe pas, encore une fois. On peut kiffer son travail, on peut être très bien, on peut avoir des super relations avec ses boss, être dans un... Et se faire plaisir et tout ça. Etc. Voilà. C'est juste dans le côté... subordination, etc. Dans le sens où, tant que ça va, et puis dès que ça va plus, l'employeur, il sait faire la distinction, lui. On est bien d'accord, voilà. Donc, mais on peut aussi être esclave de son business. C'est-à-dire que on peut être esclave de son ego, en disant il en faut toujours plus, j'ai atteint 1 million, maintenant il m'en faut 10, quand on a dit il en faut 100, et très bien, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. De même qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour la liberté et qui disent attends, moi ça me va très bien, attends, je suis super heureux, dans mon boulot, moi je me prends pas la tête, je sais combien j'ai touché à la fin du mois, j'ai pas de problème. Donc chacun est différent. Mais pour moi, j'avais effectivement besoin de pouvoir décorréler mon temps de l'argent que je gagne. Donc quand tu vois l'immobilier, c'est totalement décorrélé de mon temps. Ok, alors certes, il y a mon épouse qui travaille un peu dessus, mais on a des agences qui s'en occupent. Donc, puis une fois que tu as mis en place le système, si tu veux, quand ton locataire est là, il paye. Donc tu as une inertie très grande. Même si personne ne s'en occupait, l'inertie serait quand même grande avant que ses revenus commencent à baisser. Si tu veux. Donc l'immobilier est très bien pour ça. Autre sujet, l'infopreneuriat, où là, j'ai des systèmes qui effectivement peuvent tourner en automatique. Mon équipe gère, répond aux clients, fait des trucs, et je les paye pour ça. Et donc c'est un bon deal pour tout le monde, mais ça me permet moi de prendre du recul quand j'en ai besoin. Et en même temps, quand j'ai envie de faire quelque chose, je peux utiliser ces ressources-là, qui va générer peut-être plus de revenus, plus de ressources et autres, mais je ne suis pas obligé de le faire. Donc voilà, alors forcément, après il y a des moments où les marchés changent, donc il faut reconstruire des systèmes, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, sur certains horizons de temps, effectivement, j'ai des revenus qui tombent indépendamment du temps que j'y passe, moi personnellement. De quoi tu vis aujourd'hui ? Tes principales sources de revenus, tes principales sources de rente, j'ai presque envie de dire, viennent de quelles activités ? Alors, si jamais je regarde, déjà, je peux vivre de mon capital sans problème. Donc, la notion de quoi tu vis,
a plus vraiment de sens parce que je pourrais vivre du stock si tu veux. Donc maintenant, si ta question c'est d'où viennent tes cash flows, ce qui est différent. Ouais. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant la nuance parce que toi, de quoi tu vis, donc c'est une mentalité il y a force, finalement, les cash flows servent à vivre. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu dis je vis de mon capital, c'est une réserve. Ouais. Aujourd'hui qui est disponible et qui te si tu veux, vu mon niveau de vie, je peux tout arrêter et vivre très bien avec ce que j'ai jusqu'à ma mort, même si je dépasse. Mais c'est marrant parce que c'est une grosse distinction entre deux figures emblématiques de l'indépendance, de la liberté financière, qui sont d'une Robert Kiyosaki que tu as cité tout à l'heure et Mr Money Moustache. D'accord. Ok. Tous les gens qui se sont intéressés à la liberté financière connaissent le blogueur Mr Money Moustache qui est canadien qui vit aux États-Unis et du coup Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Et donc pour Robert Kiyosaki, la liberté financière c'est nécessairement des revenus passifs qui tombent tous les mois. Alors que pour Mr Money Moustache, il a épargné comme un taré pendant 10 ans de sa vie et à 30-32 ans, lui et sa femme pouvaient se permettre de partir à la retraite parce qu'ils avaient mis suffisamment de côté pour le faire. Donc en gros, on a constitué un énorme capital et on pourrait vivre normalement toute notre vie 50 ans en utilisant ce capital-là. À la différence près que tu le laisses jamais vraiment dormir. Tu le fais travailler, bien sûr. Voilà, tu le fais travailler quand même et c'est ce qu'il fait. Mais c'est deux visions qui sont complètement différentes. Et donc toi, Pour moi, elles sont pas contradictoires. Ah non, pas du tout, si tu as du capital, tu le fais travailler, tu le fais des rentes, mais tu peux piocher dedans. Enfin, puisque tu es libre, tu en fais un peu ce que tu veux. Mais effectivement, moi, j'ai des cash flows et je vais te dire d'où ils viennent. Mais en même temps, je pourrais très bien tout arrêter et vivre uniquement de mon capital. Je n'aurais pas de problème avec ça. C'est juste que si je vivais que de mon capital, je ferais quoi de mon temps ? J'aime bien créer des business, j'aime bien créer de nouveaux trucs, donc je créerais d'autres trucs. Donc voilà, je vis tellement la vie que j'aime bien, si tu veux. Donc après, les trucs que je crée, il faut qu'ils aient un sens économique. Donc je les crée pour qu'ils gagnent de l'argent à la base. Sinon, ça sert à rien. Donc quelque part, mon système s'auto-entretient. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc maintenant, si jamais je regarde d'où viennent les cash flows, et encore une fois, c'est pas ce dont j'ai besoin pour vivre. Oui. Mes cash flows, ils viennent de quoi ? Il y a une partie qui vient d'investissement financier. C'est-à-dire que j'ai des traders, j'ai tout ça, et ils font fructifier mon argent. Par exemple, là, on est sur des performances. Si je regarde on est à peu près sur du 5% par mois, par exemple. Okay. Donc ça veut dire 10 livrets A, enfin 10 ans de livrets A tous les mois. Ouais. Donc ça veut dire que je m'enrichis 120 fois plus vite que le gars qui met sur le livret A. Donc ça change un peu la vie. On cessera de dire que le livret A, c'est naze. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça a des avantages, mais bon, c'est pas... Voilà, pour la liberté financière, c'est compliqué. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, investissement financier. Deuxième sujet, j'ai l'immobilier. Oui, ça, on en a beaucoup parlé. Si tu veux, sur l'immobilier, en termes de cash flow positif, ça doit être aux alentours de 15 000 € par mois. Ok. Donc on peut vivre très bien avec 15 000 € par mois. Si très bien. Voilà, donc, même avec une femme et 2 enfants. Oui, même avec une femme, 2 enfants, un appartement qui te coûte 800 € par mois, ça, tu vois. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a... alors, j'ai des parts dans des sociétés, différents trucs, qui en fait devraient commencer à payer en 2020 et 2021. C'est-à-dire que potentiellement, si jamais je regarde, il y a à peu près entre 250 000 et 300 000 € qui vont venir de ces intérêts-là. C'est des stocks sans dividende ? Alors, non, il y a un peu de tout, mais c'est pas des entreprises cotées de toute façon. Là, parce que les entreprises cotées, j'en ai parlé dans les leviers financiers avant. Là, c'est des startups que j'ai, c'est des prix de participation, c'est tout ça. Il y a plusieurs projets, mais là, effectivement, on va être entre 250 et 300 000. Donc, ça fait peut-être 20 000 € par mois, si tu veux. Toi, tu trouves que moi j'ai vraiment un problème avec ce levier de. Alors, moi j'ai toujours bossé dans les startups, j'adore les startups, mais je trouve que le risque est démesuré. Ouais, il faut pas faire. Non, mais il faut pas faire. Parce que, en fait, aujourd'hui, investir dans une startup, donc on met de l'argent, on achète un nombre de parts en retour, l'argent est bloqué. On ne perçoit pas de dividende parce que la plupart du temps, 99,9% du temps, on ne perçoit aucun dividende et l'argent est bloqué jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'il y ait une levée de fonds, jusqu'à ce que l'argent la boîte fasse un exit, donc l'argent n'est pas liquide. La probabilité de perte en capital est énorme. Et le seul gain qu'on peut avoir si on investit en nom propre son argent, c'est 18,5% de défiscalisation. Je trouve que le gâteau
Je suis d'accord. il est extrêmement maigre par rapport au risque-prix qui est énorme. Et donc là, on parle de 18,5% de rendement, du coup. Enfin, si tu retrouves ton 100% de capital. Voilà, si tu retrouves mais c'est moins 100% au début. Hein. Exactement. Et donc, et un exit pour une start-up où tu récupères de l'argent, c'est minimum de 3 ans, voire plus. Mais c'est pour ça qu'il faut bien structurer son patrimoine. D'abord, tu as une première couche qui va être peut-être de l'immobilier ou des actions à dividendes. D'accord. Après, tu vas avoir, si tu veux, d'autres couches, d'autres leviers, du trading et autres. Et tout en haut, ce que j'appelle des investissements explosifs, c'est des investissements qui ont de grands risques de perte, mais qui ont aussi de grands risques de gains. Parce qu'on peut faire x100 avec une boîte. Absolument. Et donc là, si tu veux, les entreprises dans lesquelles au moins l'une des entreprises dans lesquelles j'ai investi, je pense que sur la durée de vie, on a des chances de faire x30. Voilà. Donc comme on a dû mettre 250 000 € dedans, x30, ça fait un peu. C'est énorme. Mais le risque de perte, il est énorme. Là, je te dis, on a des chances de faire x30, mais on fera peut-être 0. Ouais. Mais moi, je peux me le permettre parce qu'à la limite, je perds ces sous-là, c'est pas grave. Enfin, je pleurerai un coup dessus, puis je vais avoir un coup, puis ça ira, tu vois. Mais l'aventure était intéressante. Ouais. Voilà, donc je paye pour l'expérience, en fait. Mais c'est vrai qu'on ne démarre pas son chemin d'indépendance financière. Mais il ne faut pas commencer par là. Je vais me mettre à investir, j'ai reçu, typiquement, 40 000 € d'un héritage. Je vais mettre je vais mettre ces 40 000 € là sur une start-up. Quoi. Autant au casino, tu vois. Et puis si je divise le risque, allez, je vais mettre 2 fois 20 000 € sur 2 startups. Oui, alors ça, tu vois, ça c'est un truc, les gens se disent, bon, finalement, chaque startup, elle peut faire plus 100%, elle a 80% de chances de se planter, donc je vais mettre sur 5 startups, là, comme ça, je suis un peu sûr de gagner, tu vois, il y a un peu ce raisonnement-là. Sauf qu'en fait, statistiquement, ça marche pas comme ça. C'est que là, il y a une grande probabilité pour qu'elles se plantent toutes. Mais d'ailleurs, on dit que les modèles de venture capital de VC, donc les fonds qui financent les startups, c'est un ratio qui est au minimum de 1 sur 10. C'est-à-dire pour 10 tickets qui sont mis dans des startups, il y en a un qui va avoir... qui va exploser, 2-3 qui vont à peu près récupérer le capital et tout, se neutraliser, et le reste ça va se planter. Oui, mais il ne faut pas oublier que ces entreprises venture capital, elles ont accès aux entreprises à un moment qui est très tôt, c'est-à-dire qu'elles les payent pas cher. Quand toi, en tant que particulier, tu les reçois, tu les payes très cher, en fait, par rapport au début. Ouais, ça dépend quel réseau tu as et à quel moment tu peux... mais la plupart, c'est un truc d'initié, en plus. C'est ça, c'est des trucs d'initiés. Elles ont accès à de l'information privilégiée que toi, tu n'as pas. Elles ont les ressources pour étudier ce que toi, tu n'as pas. Elles ont une capacité d'influence, de virer le PDG, d'intervenir au board, etc., que tu n'as pas. Donc, puis un VC reçoit des centaines de dossiers par mois, si c'est pas par jour, alors que toi... donc voilà, après il y a des histoires de success story où le mec il a mis 200 € et puis ça a fait x100 ou une fois 1000, j'en sais rien, mais non, enfin moi je le fais parce que c'est du play money, donc voilà, ça fait partie de mes hobbies, mais et que donc quand ça marche, tu vois, c'est plutôt sympa parce que ça ferait 20 000 € par mois en 2020 et puis après c'est des trucs plus ou moins récurrents, donc c'est bien. Mais ça peut être 0 aussi, tu vois. Donc ça c'est des cash flows. Et qu'est-ce qu'on a Et puis après, voilà, j'ai des petits cash flows ponctuels, c'est-à-dire que ça va être de l'affiliation, ça va être, tu vois, que je mets pas dans la partie infoprenariat. J'ai parlé des revenus infoprenariat ? Non, je n'ai pas encore. Ah bon, c'est une grosse source de revenus. C'est que j'ai mes entreprises d'infoprenariat où là, effectivement, on va proposer des produits. Et où là, on a à la fois des cash flows qui sont assez récurrents, on peut aussi faire des opérations ponctuelles, et quand ça marche bien, ça peut générer un petit peu de revenus. On a de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on peut envoyer nos prospects sur certains partenaires et eux me rémunèrent, donc on a tout un modèle autour de l'infoprenariat. Et là, on est en train de développer, il fonctionne déjà, tout un modèle qui est basé sur les para-investissements, c'est-à-dire pas de l'investissement régulé, mais différents services, et où là, on a aussi d'autres sources de revenus qui sont récurrentes. Donc, par exemple, sur un des services auxquels je pense, alors c'était un peu exceptionnel, mais bon, on peut dire qu'on a en récurrent entre 15 000 et 40 000 € par mois, tu vois, qui tombent sur... Mais là, forcément, on a une équipe à rémunérer, on a tout ça. Ça fait un peu tourner la tête, mais j'imagine qu'il y a des... Tout ne s'est pas toujours bien passé. Non, mais bien sûr, là forcément tu as le biais du survivant. Ouais. Tu vois, si jamais je devais compter tout ce que j'ai perdu, tu atteindrais quelques millions d'euros. Tu vois, donc... Ça aussi, ça fait un peu mal à la tête. Mais est-ce que tu peux le faire, tu vois, c'est... Parce qu'il y a des fois, tu crois dans des projets, tu as fait toutes tes analyses, tu y vas, puis la vie se déroule un peu autrement. Donc, mais tant que tu prends des risques
qui sont mesurés par rapport à ce que tu as, c'est pas grave. Tu vois, quand on est, tu vois, je te dis, ben voilà, tel projet 250 000 euros, pour certaines personnes, 250 000 euros, quelqu'un qui touche, je sais pas, le SMIC, oui. Tu vois, économiser. Le SMIC, c'est pas exactement 25 000, mais si tu prends 25 000 euros de revenus, je crois à peu près le revenu médian d'une personne seule en France. D'accord. Donc, prenons 25 000. Ouais. Les gens économisent à peu près 15% de leurs revenus. Ouais, d'accord. c'est à peu près Donc, ça veut dire qu'elle va économiser 3 000 par an. Mmh. Pour simplifier, je prends 2500. Ouais. D'accord. Elle économise 2500 par an. Il lui faudrait 100 ans. 100 ans, ouais. Pour atteindre ce montant-là. Donc forcément, c'est un montant énorme. Et c'est un montant qui est très conséquent. En même temps, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai eu d'excellentes années, d'autres un peu moins bonnes, et concrètement, j'ai du capital qui est stocké. Donc, je peux me permettre de faire ça. Au pire, je le perds. Pas très grave, ça ne change pas les choses pour moi. On va passer à quelques questions rituelles de la fin. Allez, allons-y. En tout cas, merci pour le temps, et merci aux auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici. C'est un vrai plaisir, Delphine. Tu as déjà beaucoup répondu à la question que je pose d'habitude tout le temps, c'est quelle est pour toi la définition de la richesse ? D'accord. Mais je pense qu'on l'a largement Pour moi, abordé. ouais, je dirais c'est la liberté. Tu vois, la vraie richesse, c'est la liberté, c'est le temps. Quelle question tu aurais envie de poser aux auditeurs pour les interpeller ? D'accord. Puisque vous êtes là, vous écoutez le podcast de Delphine, c'est super. Mais qu'est-ce que vous avez fait de concret pour avancer sur la liberté financière ? Parce que écouter des trucs, c'est bien beau, mais l'action, c'est quoi en fait ? Et j'ai presque envie de dire, parce que tout le monde ne sera pas concerné par la liberté financière, mais c'est vrai que pour ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment, qu'est-ce que vous avez mis en action dans votre vie pour mettre à profit les conseils que vous avez entendus dans tous ces épisodes-là. Parce que la vraie différence, c'est pas le savoir, on dit le savoir est une arme, d'accord ? L'important, c'est la connaissance. Non, ça, c'est n'importe quoi. La vraie différence, c'est l'action. Donc, si vous écoutez le podcast de Delphine et si vous ne prenez pas d'action concrète, ben c'est dommage, vous passez à côté de beaucoup de richesses. Donc, moi, je vous conseille, ma recommandation pour vous, ce serait, à chaque fois que vous écoutez un des podcasts de Delphine, vous donnez comme objectif de prendre une action et de l'appliquer dans votre vie. J'adore, tu fais le boulot. Après, l'action, elle vous sert ou elle vous sert pas, mais vous ne pourrez pas savoir si vous ne l'avez pas essayé, ne serait-ce qu'une semaine, par exemple. Alors, on ne fait pas l'économie du savoir, quand même. Ouais, mais certes. On fait pas l'économie tu le dis dans ton livre, on fait pas l'économie de s'informer sur un certain nombre de choses. Moi, il y a mon cheval de bataille en ce moment, c'est les Français ont une connaissance de la fiscalité qui est très médiocre. Ouais. Moi-même, il y a encore 3-4 mois, j'étais nulle. Je me rends compte ce que ça te permet de faire quand tu as un peu de connaissance sur ce sujet-là. Bien sûr. Et donc, ça t'ouvre des portes de dingue, quoi. Donc, oui. Faut pas maîtriser le savoir. Mais on peut pas faire l'économie quand même de ça. Alors certes, c'est quelqu'un qui est diplômé des mines de Paris, d'Harvard, d'HEC, qui dit que le savoir, voilà, on est d'accord, faut remettre les choses en perspective. Mais je pense qu'Audiard avait raison quand il disait « Deux intellectuels assis iront toujours moins loin qu'un con qui marche ». Voilà. Je pense qu'on va rester sur ce mot Ça me va très bien. Et bien parfait. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup Delphine, merci à tous pour votre attention. Merci Delphine et puis bon courage à toi pour ton podcast, c'est vraiment super ce que tu fais. Ouais, j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à passer cette heure et demie avec toi. Voilà. Plaisir partagé. Et pour vous les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si il vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus, Laurent offre gratuitement aux auditeurs son programme de formation vidéo complet pour devenir libre financièrement. Vous pouvez y accéder avec le lien que j'ai ajouté en description de l'épisode sur budget-chéri.com à la page de l'épisode du jour, c'est-à-dire l'épisode numéro 23. Vous le retrouverez également en description de l'épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. J'ai également ajouté sur le site de budget-chéri.com toutes les références que Laurent a mentionnées dans l'épisode. Avant de partir, et comme l'a suggéré Laurent, et si vous preniez une action concrète, un engagement concret vis-à-vis de vous-même ? Depuis combien de temps est-ce que vous écoutez le podcast ? Depuis combien de temps repoussez-vous le moment de poser une action concrète pour vous et vos finances ? Allez-y, prenez cet engagement maintenant avec vous-même et partagez-le avec moi si vous en avez envie en m'écrivant à delphine@budget-chéri.com. Je réponds à tous les auditeurs qui osent m'écrire. Sinon, continuez à parler du podcast autour de vous et prenez le temps de laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permet à d'autres auditeurs de le découvrir. C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.